Meta a fait des annonces avec le Meta Quest 3S notamment, hein. Attention, alors c'est pas un Meta Quest 3 plus rapide, c'est pas speed, c'est plutôt une version SE. Bon, on va vous expliquer ça, on va tout clarifier. Il y a du nouveau aussi sur les lunettes connectées avec les Ray-Ban connectés et un projet qui n'est ni une sortie ni un prototype. C'est Orion, là aussi présenté par Mark Zuckerberg. On va vous parler de tout ça avec également les intelligences artificielles qui sont exploitées pour faire tourner ces appareils. On a du nouveau avec ChatGPT qui s'ouvre à la voix partout dans le monde, ça buzz. Enfin, quand je dis partout dans le monde, pas chez nous, pas en Europe, mais quand même. Et puis, pas mal d'infos d'ailleurs sur la vie de l'entreprise OpenAI. Il y a des gens qui partent, des logos qui risquent d'évoluer, peut-être même des statuts qui pourraient assez rapidement, eux aussi, évoluer. L'entreprise, je crois, va aller aussi vite en changement que les modèles qui se mettent à jour dans l'actualité des nouvelles technologies. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en septembre 2024 et c'est l'épisode 381. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve notre vigie de l'actualité des nouvelles technologies, le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais écoute, très bien, toujours sur le pont, enfin sur le mât. Et oui, et forcément, comme toute bonne vigie, effectivement. Tu sais que j'ai cherché depuis le dernier épisode, j'ai essayé de savoir si t'étais bien sur les serveurs de Vintage Story, parce que t'as dit qu'on pourrait t'y retrouver, parce que eux au moins y bossent, je te cite. Et bah tu nous aurais menti, Guillaume, je t'y ai pas trouvé, moi, j'ai continué à te chercher là-bas. Je pense qu'on va continuer. T'as commencé Vintage longtemps. Story, t'as vu, c'est âpre, hein. Non, en fait, je me suis pas du tout plongé dedans, c'était juste pour faire la blague de là où on te retrouvait, où tu nous disais qu'on pouvait te retrouver à la fin du dernier épisode. Mais j'aimerais quand même tester, effectivement. Tu dis c'est âpre, c'est ça ? C'est un peu dur de... Oui, c'est très difficile de débuter parce que c'est assez c'est complexe, on va dire. Bon, si vous voulez en savoir plus sur Vintage Story, il faut écouter les précédents épisodes de Tech Café. Et puis, tu parlais déjà de la comparaison avec Minecraft, évidemment, où Minecraft, bon, les développeurs se reposent un peu plus sur leur laurier. Bon, est-ce que l'automne se fait sentir, Guillaume, de ton côté ? Est-ce que tu as fait des trucs remarquables ces derniers jours ? Ouais. Non, il n'y a rien dans ma vie. Mais par contre, l'automne, ouais, il est là, il n'y a pas de problème. On a commencé à avoir un peu froid l'autre matin, c'était samedi. On est parti à la piscine chauffée, évidemment, piscine municipale chauffée d'intérieur. 5 degrés le matin, j'étais pas prêt. Bon allez, on va en profiter plutôt pour dérouler le tapis rouge et remercier les personnes qui ont accepté de nous soutenir sur patreon.com/techcafé. On est donc ravis de citer Franck Duguay, Manu VR, Thierry de Au fait c'est quoi et du CKB Show d'ailleurs, hein. Coucou à toi Thierry qui a réévalué sa participation. Mio Sky, c'est Mio Sky. Alors moi qui ai des chatons chez moi, ça me parle. Mio Sky. Et Mighty Geek, merci beaucoup à vous de nous soutenir sur Patreon. Et au passage, vous êtes, ça y est, plus de 500 soutiens. J'en parlais durant le dernier épisode hebdomadaire. Bon, rassurez-vous, sur les 500 soutiens comptés par Patreon, tous ne sont pas des contributeurs qui participent financièrement. Bon, enfin voilà, c'est compté comme un gros package de 500 soutiens. Et merci beaucoup, en tout cas, d'être nombreux à soutenir et à suivre Tech Café sur Patreon. Tyron, d'ailleurs, a dit qu'on pourrait fêter les 500 soutiens sur Patreon en faisant quelque chose à Amiens. Et en te rencontrant, Guillaume, j'ai dit que c'était peu probable que ça se fasse. Et je crois que ça continue à attiser le mystère. Les gens continuent à se demander, est-ce que Guillaume Poggiaspala est vraiment une voix d'un être humain en viande, ou est-ce que tout cela est une version synthétique ? De toute façon, Amiens, c'est où ça déjà ? Alors, bon, oui, ok, d'accord. Bon, si tu commences comme ça, c'est pas joli, Guillaume. Sache que c'est une très belle ville, comme très très belle ville. Bon, allez, oui, donc juste quand même pour clarifier, parce qu'il y a peut-être des personnes qui découvriraient Tech Café et qui comprendraient pas de quoi on parle. Juste Tech Café, c'est soutenu par ses auditeurs. Vous pouvez débloquer et développer votre sens du soutien, évidemment, et développer votre connaissance de la tech en nous écoutant, mais surtout débloquer les accès VIP en vous abonnant donc sur patreon.com/techcafé. Vous avez en échange un flux qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub. Vous rajoutez ce flux RSS dans votre app de podcast habituel. Et vous contribuez à financer un podcast qui se veut, on l'espère, utile et divertissant, qui vous permet de faire la veille tech de manière qualitative en passant un bon moment, en capitalisant sur les moments peut-être un peu moins accaparants dans votre journée, comme le ménage, le sport, les transports en commun. Donc du coup, voilà, si vous écoutez là présentement ce podcast en étant dans une de ces situations, je vous invite à lancer un navigateur sur votre mobile, sur votre ordinateur. Mettez en pause l'aspirateur, peut-être arrêtez votre séance de sport, faites-vous une petite pause, prenez le temps de souffler
Lancez le navigateur sur votre mobile ou votre ordinateur. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner. Vous pouvez plafonner votre participation et la suspendre à tout moment. On a hâte de pouvoir vous accueillir sur le tapis rouge dans le prochain épisode. Merci aussi à celles et ceux qui continuent de déposer des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify. Olivier D a écrit sur Podcast Addict. J'adore écouter Tech Café animé par Guillaume et Guillaume. Leur expertise sur les sujets est impressionnante. Quand même plus Guillaume que Jasper, on va le reconnaître. Ils ont cette capacité unique de rendre les sujets techniques compliqués, accessibles et intéressants. Leur bonne humeur est contagieuse et leur positionnement critique ajoute une dimension supplémentaire à chaque épisode. C'est un podcast incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à l'actualité tech. Bravo à eux pour leur travail formidable. Note 5 sur 5, nous dit-il. Donc voilà, merci beaucoup à toi Olivier D. Et puis merci à vous de venir sur techcafé.fr, de commenter les articles qui accompagnent la parution des épisodes et de nous rejoindre sur Discord, techcafé.fr/Discord. On discute pas que de tech. Vous êtes les bienvenus. On a, Guillaume, quelques interactions avec nos auditeurs qu'on va pouvoir partager en cette intro d'épisode. À commencer par Florian Schwartz, qui nous dit, comme vous pouvez le constater par mon nom de famille, je me dois de relever la prononciation du nom du patron de l'idole du groupe en question. Exercice difficile à faire à l'écrit, mais il ne faut pas prononcer le T, tout simplement, car il n'y a pas de T dans Schwartz. On prononce la fin de ce nom de famille avec un Z ou éventuellement un S, donc Schwartz. Voilà, donc comme ça au moins on aura amélioré notre prononciation du patron de Lidl. Et puis si vous voulez savoir pourquoi on parle du patron de Lidl, il y a un lien avec la tech et notamment avec le cloud. Écoutez les précédents épisodes de Tech Café. Il y a Mika aussi qui a déposé un commentaire qui dit qu'il utilise Duolingo. Il a appris qu'il y a des évolutions de Duolingo qui permettront prochainement de pouvoir s'entraîner à l'oral en discutant avec un bot qui s'adapterait à notre niveau. A priori, c'est Duolingo Max. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas plutôt l'abonnement dans lequel est intégrée cette fonctionnalité. Je ne sais pas exactement. Si, Je ouais. suis très... C'est ça, hein, c'est plutôt l'abonnement et c'est intégré. Et il dit qu'il est très partagé sur le service, Guillaume. Oui, bah en fait, il y a eu la Duocon. Je sais, dit comme ça. Mais bon, oui, il y a eu la Duocon le 24 septembre dernier. Ils ont présenté leur nouvelle... Oui, bah oui. C'est nous, la Duocon? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fou, hein. Et donc, il y a eu plusieurs petites fonctionnalités, dont celle où, effectivement, tu peux discuter de vive voix avec Lily. Alors, Lily, c'est un des personnages de Duolingo, quoi. Donc, tu peux discuter avec elle dans la langue que tu tentes désespérément d'apprendre. Et il dit qu'il y a déjà ce type de fonction avec Babel, et qui sont dans une classe de 6 et qui a un vrai prof, du coup. Et voilà, avec Duolingo, bah, t'as pas besoin d'un vrai prof, t'as besoin de personne, donc évidemment, ça ferait moins d'emplois. Et bon, c'est tout à fait possible, hein. Mais c'est aussi possible que ça change rien au niveau des boulots dispo, parce que sans IA, il y aurait juste pas la fonction du tout, quoi. Pour le coup, j'ai toujours pensé que l'apprentissage des langues, c'était un super usage pour les chatbots, parce qu'ils sont presque tous polyglottes, hein, voire même super polyglottes, hein, et voilà, GPT-4, il parle 50 langues. Et puis bavarder de manière innocente, de manière un peu inoffensive, comme ça, c'est un peu leur raison d'être, tu vois, c'est leur boulot. Surtout, t'as pas à avoir peur de leur parler, tu vois, c'est des trucs infiniment patients, ils jugent pas, ils répètent autant que nécessaire, ils peuvent parler de trucs aussi débiles que nécessaire, à des niveaux vraiment très très bas, hein. Tu peux leur parler bébé, c'est pas grave. Tu prends le temps de personne, tu n'as pas à être timide avec un robot, et ça c'est très important quand tu apprends une langue, hein, parce qu'évidemment, tu parles mal, tu parles lentement, tu comprends mal ce qu'on te dit, voire pas du tout, et donc avec un robot, bah, y a pas de souci, quoi. Et en termes d'automatisation au sens large, en plus, c'est pas évident de voir à l'avance ce qui va détruire au nom des emplois. Il y a un article de CNN sur les bornes de commande chez McDo, et c'est le cas aussi chez Burger King, hein, voilà, et plein d'autres. Donc voilà, vous voyez bien, vous commandez plus à la caisse, hein, vous le faites sur un écran tactile géant, et vous y payez aussi votre pitance, hein, que vous allez retirer au comptoir. Donc on pourrait se dire que les boulots de la caisse ont juste disparu, mais en fait c'est pas le cas. Les postes ont disparu, oui, mais pas les emplois. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de gens qui font juste autre chose. Ils préparent les repas, ils nettoient, ils apportent les commandes éventuellement à la place, etc. Et donc il s'est passé, d'après Christopher Andrews, hein, qui est sociologue à l'université de Drew, la même chose qu'avec les caisses automatisées et les distributeurs de billets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de chômage de masse provoqué, enfin en tout cas pas eu de baisse drastique de recrutement dans le secteur, quoi, chez les hôtesses de caisse ou les employés de banque, il n'y a pas eu de baisse massive, on va dire. Et là, c'est un peu pareil. Alors, quant à savoir, par contre, à quel point automatiser est rentable et efficace, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a les bornes comme chez McDo, il n'y en a pas partout non plus, et ça révolutionne pas nécessairement le business. Elles posent d'ailleurs parfois d'autres problèmes, tout comme les caisses automatiques d'ailleurs. Et puis, les IA aussi peuvent poser d'autres problèmes, et c'est pas si évident finalement la concession. D'ailleurs, les IA pour le codage, on se pose toujours la question, c'est encore incertain. Les assistants de programmation, hein,
c'est récent aussi, il faut dire, hein, mais par exemple, on a eu des témoignages sur l'utilité des copilotes, hein, il y a même parmi les auditeurs des gens qui l'utilisent et qui sont très contents. Mais on a aussi une étude récente qui indiquerait qu'il y aurait plus de bugs dans les soumissions GitHub, 41% de plus quand même, et que la productivité des devs ne serait pas meilleure en fait. Hein. C'est Uplevel qui a fait cette étude, qui a analysé les contributions de 800 développeurs sur 3 mois, et bon, bah a priori, voilà, c'est pas forcément mieux. Bon, à voir. En tout cas, voilà, c'est très complexe tout ça, quoi. C'est hyper intéressant de prendre du recul parce qu'en fait, quand tu réfléchis au périmètre concerné dans l'emploi, dans les services, et même quand tu réfléchis dans la temporalité, tu arrives à des réponses qui sont très très différentes. Parce qu'il existe en fait des solutions en ligne où tu es mis en interface avec un humain, notamment pour développer les langues. Il y a le service Cambly par exemple. Il y en a plein d'autres en fait qui sont j'imagine des petits concurrents plus ciblés, plus chers, plus premium à Duolingo, qui n'a pas du tout la même approche. Donc, quelque part, on pourrait se dire que ça pourrait en partie concurrencer ces services, mais je suis convaincu qu'à court et moyen terme, ce ne sera pas le cas. Et je suis convaincu que la personne qui va aller chercher un vrai humain pour converser va pas être satisfait de l'intelligence artificielle, d'un chatbot avec lequel il va pouvoir discuter. Et en même temps, je suis assez convaincu que le chatbot va offrir une espèce de porte d'entrée pour des personnes qui aimeraient développer la langue, leur pratique d'une langue, et où ils n'esseraient pas à se confronter à un vrai humain, parce que, enfin, moi, juste, j'aurais honte parce que je suis tellement mauvais en prononciation en langue que j'aurais grave les boules et que je serais plus rassuré avec une IA. Pareil. Regarde, je sais Voilà. même pas prononcer Schwartz. Schwartz. Moi non plus, on l'apprend au fil des épisodes, c'est dire. Et puis, donc, en fait, encore une fois, il y a une histoire de temporalité, parce que j'imagine que dans quelques années, peut-être, une IA donnera suffisamment illusion, on va en reparler dans l'épisode avec l'arrivée de la partie voix de ChatGPT, suffisamment illusion pour à terme concurrencer des humains sur ce segment-là. Mais bon, c'est vraiment à long terme, c'est compliqué de répondre à ces questions, et vous sentez bien que depuis qu'on parle d'intelligence artificielle sur ces sujets-là, depuis pas mal de temps, on a du mal à être assez affirmatif. Restons pragmatiques et observons ça ensemble, c'est le mieux. On termine ce tour des interactions, Guillaume, avec Grémy et Telegram notamment. Et puis, on a parlé un petit peu du Huawei qui se plie en 3, c'est ça, c'est le triple pliant. Oui, on va essayer d'aller un peu plus vite, c'est vrai. Mais Grémy nous dit que pour lui, l'un des principaux avantages de Telegram, c'est les bots. C'est vrai, il y a des bots qui peuvent offrir plein de services de manière très pratique. Et tu peux même en utiliser pour lancer des attaques de déni de service. C'est fou. Alors c'est vrai, je caricature un peu évidemment, mais c'est quand même pas faux. Et certains, voilà, c'est effectivement des fonctionnalités qui ont contribué au succès de Telegram. Donc Huawei 2009 nous dit que si on avait un téléphone pliant de grande taille comme le Huawei XT qui pourrait, donc on en parlait dans le précédent supplément, eh ben on pourrait tout centraliser parce qu'effectivement, c'est un téléphone qui fait tablette de 10 pouces, 16 neuvième, et donc virtuellement ça peut être un téléphone, une tablette, un PC, si tu mets un clavier, tout ça. Une console avec une manette, etc. Et le truc, c'est que justement, si tu le perds, tu perds toute ta vie et toutes tes fonctionnalités. Donc lui, il aime pas trop centraliser. Je reconnais que moi-même, j'ai plusieurs machines aussi, et que voilà, si je perds mon téléphone, je perds quand même toute ma vie, je suis dans la sauce. Enfin bon, il y a quand même effectivement des backups. Et donc, en réponse à Steven 40K, qui nous dit que les brevets durent 20 ans, et donc IBM aurait du mal à poursuivre Zynga là-dessus. Encore une fois, ça fait référence au précédent épisode. Alors c'est vrai, les brevets tech en général durent 20 ans, mais déjà IBM a attaqué en 2022 après presque 8 ans de discussion avec Zynga. Ensuite, il y avait 4 brevets en cause qui ont été déposés entre 89 et 2006. La Cour a reconnu Zynga coupable de violation de brevets sur ceux de 89 et 2000. Donc sur celui de 2000, il y a effectivement, temporellement ça peut passer. Par contre, effectivement, sur celui de 89, il faut se poser la question, mais en fait, même si les brevets sont périmés, tu peux quand même attaquer rétrospectivement pour les violations qui ont eu lieu dans le passé. Donc, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Écoute, à suivre, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interactions et puis les petits commentaires que ça nous permet d'avoir. C'est aussi ça qui est enrichissant avec Tech Café, c'est d'avoir vos retours. Donc, continuez, je vous ai donné les moyens de contact et on sera ravis d'en prendre connaissance. Sans autre forme de procès, on se doit de parler des annonces de Meta parce que c'était probablement le truc le plus emblématique, et puis on aime bien comme ça prendre le pouls de l'actualité de la tech avec la partie réalité virtuelle, la partie réalité mixte. Et oui, quand même, on se doit de parler de cette nouvelle version, cette nouvelle coqueluche des utilisateurs des casques de réalité augmentée, réalité mixte. C'est le Quest 3S, Guillaume, qui a été présenté et qui est en précommande, je crois. C'était la Meta Connect, donc qu'on avait évoqué la dernière fois. Là, ça s'est passé, et on commence par le plus facile finalement avec le MetaQuest 3S, qui est clairement un MetaQuest 3 low cost, donc il est à $300.
Et fait pour ce prix, une concession, et puis elle fait même plusieurs concessions, elle fait une concession sur l'espace de stockage, il y a seulement 128 gigaoctets. Sur la résolution des écrans aussi, bon, la résolution elle reste raisonnable, c'est du 1832 par 1920 au lieu de 2064 par 2208, ça fait une baisse de 33%. On passe aussi à un système de lentilles qui est moins sophistiqué, puisque c'est des simples Fresnel, donc en fait, ça veut juste dire qu'on a un casque qui est un peu plus gros, un peu plus lourd, parce que les pancakes permettent de faire des lentilles qui sont juste plus fines. Et voilà, on a aussi par contre un champ de vision qui est moins large, parce qu'on passe de 110 à 96 degrés horizontalement, et de 96 à 90 degrés verticalement. Donc, c'est vrai que la réduction du champ de vision, c'est quand même dommage, mais au moins limite justement légèrement l'impact de la baisse de résolution aussi, qui reste quand même perceptible. Mais bon, heureusement, c'est tout. C'est-à-dire qu'on garde le même processeur, on a surtout le Snapdragon XR Gen 2, les mêmes caméras qui permettent donc le même pass-through en couleur du Quest 3 standard, donc vous voyez toujours votre environnement pareil. Même logiciel, même fonctionnalité, même manette, une autonomie légèrement en hausse, et tout ça pour $300 contre 430 pour la version 128 Go du Quest 3 standard, qui n'est d'ailleurs plus vendu. Le Quest 3 512 Go, lui, passe à $500. Donc en France, ça va être 330 € pour le 128 Go et 440 pour le 256 Go. Bon, vu le prix des consoles qui sortent en ce moment, c'est assez raisonnable en réalité, je trouve. C'est vrai. En fait, c'est même le ticket d'entrée le moins cher pour la réalité mixte et virtuelle qu'on ait jamais vu. Et d'ailleurs, John Karma, qui a longtemps été directeur technique des Quest, voulait exactement ça, un casque peu cher, le plus accessible possible. Donc il doit être content. Et le Quest 3S, il fait des sacrifices, c'est vrai, qui sont pas non plus rédhibitoires. Et alors chez Apple, on est peut-être content aussi de voir Meta fait leur boulot finalement, d'essayer de démocratiser la réalité mixte, ou alors ils sont peut-être pas contents du tout, parce que du coup, pour exister sur le secteur, maintenant, il va falloir sacrément revoir leur copie, parce qu'évidemment, finalement, oui, le Vision Pro, il est quand même facturé 4000 € en France, minimum. Alors s'il est indiscutablement meilleur qu'un Quest 3S, évidemment, il est quand même 12 fois plus cher, ce qui est assez difficile à justifier dans les usages, faut quand même le dire. Donc Meta fait assez fort, et comme on pouvait s'y attendre, en voyant débarquer le Vision Pro, oui, si quelqu'un arrive vraiment à populariser la réalité mixte un jour, c'est probablement Meta. Oui, tant que Apple ne proposera pas un produit relativement accessible, effectivement, de cet ordre-là, il sera difficile de parler de démocratisation. Pour autant, c'est difficile. J'ai quand même du mal, encore une fois, à conseiller encore aujourd'hui un casque de ce type-là aux personnes qui nous écoutent. Sans doute qu'un passionné qui veut absolument tester, qui se posait la question, il a peut-être un argument en plus, tu vois, un prix un peu plus bas, une expérience qui est suffisante pour tester, pourquoi pas, mais quand même, j'ai l'impression que l'ensemble des témoignages qu'on a de la part des personnes qui s'équipent de ce type de produit, c'est que tôt ou tard, ça reste sur l'étagère et que ce n'est pas un objet qui accompagne le quotidien de l'utilisateur. Alors, d'ailleurs, je fais un appel à la communauté, aux éditeurs et aux auditrices de Tech Café. Si jamais vous avez une expérience régulière de ce type de produit, surtout, n'hésitez pas à le faire savoir. Et si au contraire, vous êtes équipé d'un produit de ce type-là et que vous aussi, vous faites partie des gens qui le laissent dans un coin et qui ne l'utilisent pas régulièrement, là aussi, je serais vraiment curieux d'avoir votre témoignage. On ne pourra pas faire une étude en bonne et due forme à cette portée-là. Mais j'ai pas l'impression que ça changera vraiment la donne sur ce casque. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Guillaume. Si, ça peut quand même susciter enfin, je pense qu'il y a des gens qui pourraient hésiter, qui pourraient se dire, à 300 €, pourquoi pas, et puis après, ce sera peut-être en occasion à 250, 200. Oui, il y a l'occasion aussi. Franchement, à ce prix-là, on peut tenter, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, malgré tout, sur le store Oculus, sur le store, sur le MetaQuest, quoi, voilà. Et bon, en plus, il faut quand même pas oublier que c'est un truc qui se connecte à son PC, ça se connecte, c'est pareil, comme le Quest 3, vous pouvez l'utiliser sur le PC, et donc jouer aussi à de la réalité virtuelle PC. Et franchement, pour 300 balles, c'est quand même plutôt avantageux, mais évidemment, si vous êtes intéressé par les jeux en réalité virtuelle. Après, la réalité mixte, il y a quelques applications qui sont pas forcément, je le reconnais, parce que voilà, travailler en réalité mixte avec un Quest 3S, je suis pas sûr que ce soit vraiment désirable à ce point-là encore. Il est question d'avoir la même expérience qu'avec l'Apple Vision Pro et macOS. Si jamais vous êtes sur Windows, vous avez la possibilité d'avoir en gros la même expérience de cet écran que vous pouvez sortir de l'ordinateur en réalité mixte avec le 3S. Au passage, Batman Arkham Shadow qui est fourni avec les casques 3S qui est inclus. Et puis, juste un truc qui m'interpelle aussi, sur la page de Meta est indiqué une garantie limitée d'1 an. Il me semblait que c'était 2 ans d'un point de vue contractuel en Europe. Je ne sais pas s'il n'y a pas un petit souci là-dessus.
prenez le temps peut-être de le vérifier, parce qu'à mon avis, la maintenance sur ce type d'appareil est peut-être pas si évidente. Mais c'était pas, Guillaume, la seule annonce qu'il y avait à MetaConnect. Loin de là, ils ont reparlé des Ray-Ban connectés qui, contre toute attente et toute remarque objective du marché, continuent à creuser leur trou. Hein. Oui, bah alors les Ray-Ban, effectivement, il y a eu des mises à jour sur tout le logiciel en réalité. La plus convaincante, c'était peut-être la traduction simultanée qui se fait évidemment plus fluide grâce au micro et aux haut-parleurs intégrés aux lunettes. Hein. Donc s'il y a deux personnes qui parlent donc entre elles avec des lunettes, une paire chacune, quoi. Ces deux personnes peuvent parler leur langue respective et tout est écouté par les Ray-Ban et traduit par Meta AI et envoyé dans les oreilles de chacune avec la bonne version, quoi. Alors c'est un truc qui fonctionne aussi si les deux n'ont pas de Ray-Ban, hein. Évidemment, il y en a un qui devra passer pour son smartphone. Et d'ailleurs, si personne n'a de Ray-Ban, ça marche aussi avec le smartphone. Bon. C'est rigolo, mais bon, alors c'est pas une méga nouveauté quand même, hein, la traduction interposée par smartphone, du coup, et c'est peut-être un peu la même chose avec tout le reste finalement. Les Ray-Ban peuvent par exemple reconnaître des objets, et vous pouvez discuter avec le chatbot sur ce que vous voyez, c'est plus conversationnel qu'avant, il n'y a pas forcément enfin, tu vois, tu n'étais pas à vous dire « Hey Meta » à chaque fois, bon, c'est un peu plus fluide, l'aspect discussion, voilà, est un petit peu nouveau en l'occurrence. Tu peux scanner des QR codes, traduire des panneaux, voilà, que tu vois, appeler un numéro de téléphone que tu regardes, hein, ou demander à Meta AI de mémoriser ton numéro de place de parking. Très honnêtement, je trouve ça pas impressionnant pour dessous, parce que moi je fais tout ça avec mon téléphone, comme tout le monde, et franchement, porter ces lunettes me paraissent pas avoir une plus-value incroyable. C'est un plus, mais franchement, bon, c'est pas hyper convaincant. Alors évidemment, il y a une grosse exception, c'est que si vous êtes malvoyant, alors là par contre, évidemment, porter des lunettes qui voient à votre place et qui répondent aux commandes vocales, là par contre, ça peut changer la vie, ouais. Ouais, ça me semble être un cas d'usage hyper concret, vraiment de l'ordre. C'est vraiment le type de produit dont on peut rêver maintenant. Effectivement, tu es malvoyant, tu as ce type de produit qui va voir à ta place décrire l'environnement. J'imagine pas à quel point ça peut être génial et changer le quotidien, ça c'est clair. Et puis, troisième produit technologique dont on peut parler, qu'on peut se foutre sur la goule, Guillaume, et qu'on pourra peut-être bientôt se mettre au visage. Et là, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça a peut-être été en partie la surprise de la conférence, c'est les lunettes Orion, au-delà du nom qui est pourri. De quoi s'agit-il, Guillaume ? Oui, enfin, on s'attendait à les voir, mais effectivement, on les a vus. Et alors, c'est vrai que là, c'était le court terme, hein, c'est la vision de près. Pour les Ray-Ban, là, on passe à la vision de loin, dans le futur. Hein. C'est bien entendu le prototype Orion, qui sont des vraies lunettes de réalité augmentée. Donc à la base, on est proche des lunettes de Snap, hein, dont on a parlé la semaine dernière. Hein. C'est des grosses lunettes en plastique qui sont bardées de caméras, de micros, qui projettent des images dans l'épaisseur du verre pour vous montrer des trucs en 3D, hein, dans votre champ de vision, voilà, qu'on appelle souvent des hologrammes, à tort, hein, parce que c'est pas vraiment des hologrammes, mais bon. C'est des trucs interactifs, évidemment, hein, que ça soit un écran pour votre PC, une fenêtre YouTube, ce que tu colles sur un mur, un avatar 3D de ton pote qui te parle sur la commode, ou une balle de ping-pong, hein, que tu dois renvoyer à Mark Zuckerberg, qui est très en forme, décidément, très physique. Il est très sportif, faut dire. Il était là avec un énorme t-shirt pour présenter son bébé. C'est le truc qu'il rêve de construire depuis 10 ans. Et évidemment, il espère que ça va remplacer le smartphone dans le futur. Parce qu'il espère que ça va lui permettre de ne plus dépendre de Google et Apple pour traquer les gens et diffuser des pubs. Parce que c'est ça l'enjeu. Meta est arrivé trop tard pour jouer un rôle quelconque dans la révolution smartphone. Et donc il est à la merci du duopole iOS-Android. Ce qui est pas pratique. Surtout qu'Apple s'est mis dans la tête de protéger les données de ses utilisateurs, donc ça fait pas du tout ses affaires. Alors la solution, c'est de créer lui-même l'appareil du futur. Il veut une plateforme matérielle, que tout le monde aurait sur lui, comme les téléphones aujourd'hui. Donc il veut l'appareil du futur, l'OS du futur et tout ce qui va avec, et le projet Metaverse, finalement, il va prendre cette forme-là. Alors, revenons précisément à Orion, hein, c'est quoi ? C'est une paire de lunettes qui est quand même moins ridicule que celle de Snap, hein, qui sont presque normales, qui sont plus grosses quand même que les Ray-Ban, mais pas tant que ça, ce qui est déjà une performance, hein. Et Orion, en réalité, c'est 3 trucs. C'est une sainte trinité d'appareils, donc t'as les lunettes elles-mêmes, mais t'as aussi un bracelet de contrôle qui lie les impulsions nerveuses au poignet, t'as un bloc de calcul aussi qui fait la taille d'une batterie externe de portable, plus ou moins, et qui est l'unité centrale, et qui va discuter sans fil avec les 2 autres périphériques. Donc les lunettes sont la partie la plus impressionnante parce que elles offrent un champ de vision de 70 degrés, ce qui est beaucoup plus, en fait, nettement plus, hein, que toutes les autres offres de réalité augmentée. Ça commence à être vraiment crédible. Il y a des projecteurs micro-LED dans les montures qui envoient une image très nette dans ces verres qui sont en fait en carbure de silicium. Alors c'est un point important parce que ces verres, entre guillemets, sont pas du tout en verre ni en plastique. C'est une céramique qui a la particularité de dévier beaucoup les rayons lumineux. Alors les projecteurs, ils envoient l'image dans l'épaisseur du verre et elle y est réfléchie, dans tes yeux, quoi. Mais pour qu'elle le soit convenablement, et sur un grand champ de vision, avec une grande ouverture, quoi, il faut que les rayons du projecteur soient déviés beaucoup plus qu'ils ne le seraient dans le verre classique, et d'une manière spécifique. Donc les verres sont probablement ce qu'il y a de plus cher dans Orion pour le moment, hein. Ils sont fabriqués et usinés exprès en très petite quantité, puisqu'il
Il doit y avoir 1 millier de paires voilà, sur mesure hein, pour les chercheurs, pour les développeurs, etc., quoi, pour le développement d'Orion. Et donc au total, le prototype doit coûter dans les $10 000 à fabriquer. Et il montre ce à quoi pourrait ressembler le produit final, mais c'est pas un truc qui est commercialisé, et ça sera pas commercialisé. En fait, on ne verra rien venir avant 2027 au moins. D'ici là, il faudra travailler sur la résolution un peu, qui est encore légèrement faible au goût de marque. Et puis sans doute sur le poids, parce que ces lunettes qui pèsent 100 grammes, c'est beaucoup pour des lunettes, même si elles sont en magnésium. Le magnésium étant plus léger que l'alu. Hein. La batterie dure 2 heures, ce qui est déjà beaucoup mieux que les modèles de Snap qui s'épuisent en 3/4 d'heure. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Et puis les lunettes de Snap sont aussi moins chères. Orion intègre 7 caméras pour positionner les hologrammes, traquer les mains, etc. Il y a aussi un suivi du regard, hein, comme dans le PSVR 2. Les mains sont suivies par les caméras des lunettes, mais aussi par le bracelet du poignet. Et ce qui est en fait très pratique, parce que vous n'avez pas à avoir les mains visibles en permanence et à gesticuler, voilà. En fait, vous pouvez poser vos mains n'importe où, dans votre dos. C'est chiant d'avoir un accessoire en plus, mais j'avoue que l'expérience utilisateur doit être beaucoup plus confortable. Oui, parce que tu peux avoir les mains non visibles dans ton dos n'importe où, et puis tu peux utiliser des tout petits mouvements de doigts pour commander le tout. Et donc, effectivement, t'as pas à gesticuler dans le vide en permanence, qui avait quand même amélioré un petit peu ta stat de charisme hein, quand tu portes ce truc. Parce que bon, ta stat de charisme, elle est quand même bien amochée quand tu mets ces trucs-là sur la tête. C'est des grosses lunettes énormes. Aussi catastrophique que les lunettes de Snap, mais quand même. Ouais, c'est ça, mais il y a quand même des reflets bizarres, et puis bon, mais voilà, tu continues de parler tout seul, hein, et d'avoir le regard perdu dans le vague comme ça, et de toucher des trucs qui sont dans ta tête. Bon, technologiquement, c'est sûr qu'Orion, c'est quand même une prouesse, hein, ça fonctionne bien en réalité, hein, depuis l'électromyographie, qui est donc faite au poignet, jusqu'aux hologrammes qui peuvent être du coup assez gros et ancrés n'importe où dans la maison. La définition est assez bonne et c'est assez lumineux. Après, c'est toujours un peu transparent, parce que voilà, c'est forcé, hein, parce que tu vois vraiment le monde par transparence. C'est pas du tout comme un Vision Pro. C'est vraiment des lunettes avec lesquelles tu vois le monde et sur lesquelles il y a des choses affichées par-dessus. Donc c'est fondamentalement l'inverse finalement de ce que fait le Vision Pro. Et même si les objectifs sont plus ou moins analogues. Hein. En fait, si elles n'étaient pas encore si chères, les Orion pourraient presque dans la version 1 des lunettes de Meta. Si on se projette en 2027 et qu'elles coûtent, je sais pas, 2000 €, est-ce que ce machin a une chance de détrôner le téléphone portable? Ça va pas être facile, hein. Il y a une myriade de questions d'ailleurs qui restent en suspens, hein, parce que moi j'ai des lunettes, est-ce que les Orion peuvent être correctrices? Est-ce que je dois forcément porter des lentilles? Est-ce que tout le monde a envie de porter des lunettes alors que tu portes pas de lunettes d'habitude? Si on considère que les lunettes sont 5G et que l'autonomie est compétitive, hein, parce que 2 heures ça reste évidemment insuffisant, est-ce que je pourrais à l'usage me passer complètement de smartphone? Ça fait beaucoup de si déjà. Hein. Avant même de répondre à la question, ça fait beaucoup de conditions qui me paraissent difficiles à remplir. Mais après, admettons. Tout peut surgir dans mon champ de vision à n'importe quel moment. Est-ce que c'est à la mort des smartwatches aussi, du coup? Parce que t'as plus besoin de rien en réalité. Hein. Tout est s'affiche directement dans ta propre réalité à toi, quoi. Hein. Mais bon, la question principale, c'est quand même comment on fait pour jouer à Fortnite avec? Parce que bon, c'est ça le truc qu'on fait le plus avec les téléphones mobiles. Je pense que c'est là que tout se jouera, hein, en 2027 ou en 2028, mais c'est pas si loin quand même. Hein. Ça veut dire que potentiellement, dans les années 30, on aura une réelle concurrence à nos smartphones chéris. Est-ce qu'on les regardera dans 10 ans comme on regarde aujourd'hui un Nokia 3110 avec une pitié teintée d'affection comme ça? Je sais pas. Moi, j'ai une conviction. Alors attention, c'est très personnel, Guillaume, et je peux tout à fait comprendre qu'on me donne des contre-exemples ou qu'on ne me suive pas. Mais j'ai une vraie conviction qu'il y a comme ça certains objets qui me paraissent suffisamment aboutis et matures pour ne pas être vraiment remplacés à long terme. On peut penser à la voiture, tu vois, par exemple, pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas trouvé un concept qui succéderait à la voiture. Oui, ok, bon, peut-être les transports en commun. D'aucuns diraient la voiture électrique, mais enfin bon, vous voyez bien que le sens de ma proposition n'est pas de parler de la motorisation, mais du concept même de véhicule. Bon, très bien. Je pense que le livre aussi, bizarrement, on nous parlait depuis très longtemps de l'arrivée des liseuses en disant que ça pourrait tout à fait remplacer la lecture. C'est venu peut-être compléter et étendre l'expérience de lecture, mais quelque part, j'ai l'impression que le livre n'est pas prévu pour être remplacé. Eh ben, je suis assez convaincu aujourd'hui que le smartphone n'est pas prêt d'être remplacé. Peut-être qu'il évoluera dans une forme pliante ou peut-être dans un format subtilement différent, mais de là à penser qu'il devrait être ou qu'il pourrait être remplacé par des lunettes, même à, je sais pas, 10 ans, j'y crois pas. Mais bon, c'est un pari que je fais. Et puis tu vois, c'est bien parce qu'il faut donner ce type de message dans un podcast. Comme ça permet aux auditeurs de se sentir un peu concernés, de ressortir l'épisode 10 ans après et de dire « Ha ha ha, Guillaume, tu disais bien n'importe quoi. Tu vois qu'on a tous des lunettes maintenant. » Ou alors, tu as raison. Ou alors, j'ai eu raison. En fait, j'ai visionnaire avant tout le monde, je sais pas. Peut-être.
Rappelons l'origine peut-être de Tech Café, hein. À l'époque, moi, j'avais la naïveté de dire il se passe quelque chose avec les tablettes. C'est évident que les ordinateurs portables seront remplacés à terme par des tablettes. Qui peut encore avoir... Bon, évidemment, vous savez ce qu'il en a été. Et c'est comme ça que Tablette Café est d'ailleurs devenu Tech Café par la suite. Il faut qu'on parle un petit peu d'intelligence artificielle, tôt ou tard, hein, Guillaume, on doit se prêter à l'exercice avec Ouais, j'y du peux nouveau rien. du côté de Meta AI. Bah oui, comme on est en 2024, la Meta Connect ne pouvait pas ne pas avoir un segment entier dédié à l'IA. Bien À la sûr. Meta AI, donc à la Meta AI, donc c'est ça, c'est l'IA de Meta, un Meta AI, qui s'enrichit de fonctionnalités plutôt sympas finalement, hein. Mhm. Alors déjà, on peut lui parler, et pas qu'avec des rébats, non, Meta AI parle de vive voix comme Gemini Live ou GPT-4o, hein. Il le fait avec des voix de célébrités qui ont donné leur accord pour une fois. Donc vous pouvez choisir parmi celles de Aquafina, Judi Dench ou John Cena, ou Kristen Bell. Meta mise donc toujours sur les stars, hein, même si on se souvient que ces chatbots Snoop Dogg ou Kendall Jenner ont été des flops, hein, et qu'ils ont été virés en juillet dernier. Meta AI peut générer des images, et désormais il peut aussi en modifier, simplement par des messages textes, hein, donc dans Instagram, WhatsApp ou Messenger, hein. Vous avez une image, vous pouvez en générer, puis vous pouvez en donner une, et puis vous pouvez lui dire, par exemple, vous écrivez « changer les habits de quelqu'un », voilà, pour lui mettre un t-shirt ridicule, changer le fond, lui ajouter un casque, etc. Voilà, il pourra le faire. Tout ça va de pair d'ailleurs avec une nouvelle version de Llama, donc le grand modèle de langage de Meta, hein, qui passe en multimodal, et dont on a aussi du coup des versions librement téléchargeables, hein, puisque Meta il sort à la fois pour Meta qui s'en sert lui-même, et aussi pour les gens qui peuvent donc les télécharger, c'est de l'open weight. Donc il y a une version 3.2 de Llama qui vient juste 2 mois après la 3.1 et qui apporte donc la capacité de vision. Donc les lamas ont des yeux, ils deviennent multimodaux, comme Claude ou GPT, hein, voilà. Pour ceux qui sont intéressés à tester ça sur leur machine, il existe pour le moment 2 versions téléchargeables du Lama 3.2. Il y en a une petite en 11 milliards de paramètres, une plus costaud en 90, qui est quand même plutôt assez gros. Et on soupçonne l'existence d'une version beaucoup plus puissante, hein, qui serait le pendant de la 3.1 405B, mais que pour l'instant Meta utilise probablement dans ses serveurs. Globalement, les modèles 3.2 apportent aucune différence en ce qui concerne les capacités en matière de texte, donc ce sont globalement les mêmes que les 3.1, mais il y a des paramètres en plus pour leur donner la capacité de vision, quoi, voilà. Donc il y en a aussi 2 tout petits, par contre, de 3.2, les 1B et les 3B qui sont clairement destinés à un usage sur téléphone mobile, hein, ou embarqué au sens large. Dans les premiers tests, les Llama 3.2 voient plutôt clairement, ils sont assez bons, ils sont aussi très très prudents. D'aucuns diraient censurés. C'est-à-dire qu'ils refusent facilement de répondre à beaucoup de questions qui pourraient se révéler problématiques, même si elles parfois le sont pas vraiment, quoi. En tout cas, le troupeau s'agrandit, voilà, sans cesse. C'est beau, un troupeau de lamas qui continue à croître, telle la portée de chatons que j'ai chez moi. Je vous en reparlerai. On enchaîne. On enchaîne pendant qu'on parle d'intelligence artificielle avec ChatGPT, hein, enfin les solutions d'OpenAI, et ce qui avait été présenté durant une conférence arrive et commence à être déployé à peu près partout dans le monde. Vous allez voir, pas chez nous, mais désormais GPT parle et même chante dans certains cas, Guillaume. Oui, de toute façon, il y a pas mal de news OpenAI cette semaine, à tel point qu'on va C'est faire une clair. petite section complète, hein, et on commence par le plus évident, qui est la version vocale de GPT-4o, dont on a eu la démo il y a des mois, et qui est finalement accessible pour tout le monde, sauf nous. Puisque l'Europe et l'Angleterre, et la Suisse, en sont privés. Pour des raisons qui sont pas claires en réalité d'ailleurs, hein, parce que GPT-4o, il parle du coup 50 langues, hein, on l'a dit, et je pense pas que l'Europe ait attaqué OpenAI sur quoi que ce soit dernièrement, il n'y a pas de souci. Et surtout, pourquoi tu évites l'Angleterre et la Suisse, qui n'ont pas les mêmes régulations que l'Europe, et qui sont d'ailleurs beaucoup plus tranquilles. Donc c'est pas c'est pas évident que ce soit un problème de régulation, c'est peut-être juste un problème de capacité, tout simplement, mais de toute façon, OpenAI ne le dit pas, donc voilà, on ne sait pas. Toujours est-il que tout ce qui nous reste, c'est les vidéos des autres, voilà, non, je ne suis pas amer. Mais c'est sûr que GPT en mode vocal direct, hein, c'est toujours aussi impressionnant. L'échange est totalement naturel, sans lag, avec des émotions, on peut l'interrompre comme un humain. Et l'humanisation va même au-delà de ce qu'OpenAI espérait ou s'y attendait. Parce qu'il y a un ingénieur software qui s'appelle A.J. Smith, qui est aussi guitariste, hein, qui a chanté avec lui/elle, je sais pas comment dire. Il s'est mis à jouer une chanson des Beatles avec GPT allumé, quoi, et il y a commenté, l'a complimenté, et s'est mis à chanter avec lui, à fredonner, à chanter avec lui même quelques passages. C'est sporadique et naturel, et c'est vraiment comme si quelqu'un écoutait une chanson. Il a fredonné avec le musicien, il pouvait pas s'empêcher d'en chanter le refrain, parce que voilà, ça lui vient, quoi. C'est assez étonnant, et d'ailleurs le guitariste lui-même a eu la chair de poule la première fois que ça lui est arrivé. Ça montre vraiment l'aspect nativement multimodal de GPT-4, c'est-à-dire qu'il entend et il reconnaît la musique, pas seulement les paroles, hein, il entend la musique aussi, il entend et comprend quand le mec chante, et il fait ce que font tous les chatbots, c'est-à-dire qu'en fait, il imite ce qu'il a vu dans ce contexte.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un mec qui commence à gratter sa guitare? Tu fredonnes avec lui, tu chantes Eh oui. avec lui, et voilà, du coup, lui, pareil, il fredonne avec toi, comme il a sans doute vu plein de fois dans ses données d'entraînement. Par contre, tu imagines la puissance émotionnelle que peut avoir un Ah chatbot oui. multimodal qui soit pas censuré parce que GPT-4o, il a un prompt qui est long comme une douzaine de bras pour lui dire de ne surtout pas imiter les gens, de ne surtout pas reproduire d'effets sonores, de ne pas faire de musique, etc. Donc, il le fait pas, mais il peut le faire. Mm. Cet épisode montre qu'il a entendu, entre guillemets, plein de musique, et qu'il peut sans doute chanter plein de choses, et pas que les Beatles. Ce qui pourrait d'ailleurs, par ailleurs, énerver les ayants droit. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que surtout, Ah bah oui. chut, non, GPT, surtout ne fais pas ça. Pas de musique. Mais bon, il a entraîné aussi à être sympa, poli, très robotique en quelque sorte. Hein. Mais imagine un chatbot audio open source, par exemple, là, qui serait pas restreint, qui peut tout dire, tout faire, auquel tu fais écouter un enregistrement de 5 minutes d'une personne décédée ou moins tragique, hein, d'une personne avec laquelle tu as rompu. Et tu peux après discuter avec exactement pareil. Tu imagines l'impact que ça peut avoir avec les mêmes intonations de voix, les mêmes intonations au même moment. Et puis la prochaine étape, c'est la visio. Hein. C'est le zoom avec des avatars vidéo synthétiques. Hein. C'est parce que c'est techniquement possible. Le GPT-4 pourrait développer et déployer un truc comme ça. Hein. C'est pas du tout exclu que GPT ait bientôt un visage. T'imagines tout ça avec un sourire, ce que ça pourrait donner? C'est évidemment en cours de développement dans leur bureau, j'en suis sûr. L'article d'Ars Technica avec la démonstration, enfin le test du journaliste est hyper intéressant au passage. Il y a un dialogue et qui est retranscrit en plus dans l'article. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Il y a un moment, il fait exprès, évidemment, hein, il teste de lui couper la parole. Et il va dans la discussion de est-ce que c'est mal poli de couper la parole, grosso modo. Et cette discussion qui est mais vraiment très intéressante, c'est vraiment comme s'il interviewait ChatGPT. Je peux pas m'empêcher d'être gêné. Je sais pas si c'est le cas toi aussi, Guillaume. Quand tu coupes la parole à un chatbot de cette qualité-là, au niveau en tout cas du côté vraiment convaincant de la discussion, quand on lui coupe la parole, j'ai vraiment un sentiment de gêne qui me passe à l'esprit et je me dis ah mais c'est pas bien. Parce que tu Et l'anthropomorphisme à mort, ça veut dire mais qu'il est tellement, très 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 efficace. C'est ça, c'est même tellement. effrayant. Hein. Est-ce que toi, t'as aussi ce sentiment, toi? Enfin, j'imagine t'as écouté le segment, tu l'as mis Oui, dans les mais notes. je pense que Et- je pense que j'aurais à peu près la même réaction, effectivement, même si je sais que c'est pas un humain et qu'on s'en fout, en fait. Hein, Hmm. mais quand même, tu vois, je pense que j'aurais aussi le même truc, parce que ça commence à être vraiment très proche, quoi. Ouais. Je me rappelle des remarques de Pierre-Olivier Dibman qui nous avait accompagnés, qui nous accompagne de temps en temps dans les épisodes de Tech Café, qui à l'époque où étaient arrivés les Google Home et compagnie, avait dit non, mais moi, je veux absolument pas qu'on leur dise s'il te plaît, merci, je veux pas qu'on ait de la politesse, c'est des programmes, quoi. Il voulait pas revendiquer une anthropomorphisation. Bon, je pense que il doit lutter encore, Pierre-Olivier. On verra, on lui posera la question. OpenAI, au passage, Guillaume, effectivement, qui est dans le cœur de l'actualité, parce que dans OpenAI, au départ, il y a quand même cette vocation d'offrir de la connaissance pour protéger l'humanité des évolutions de la technologie. Bon, ça va Ouais. changer. Dans OpenAI, il y a Open et ça les emmerde, hein, clairement. Ouais. Non, mais on le sentait venir depuis un bon moment, hein, c'est acté. OpenAI va passer, il va cesser d'être à moitié une ONG pour devenir complètement une boîte normale, hein, qui recherche les profits et qui attire les investisseurs avides de plus de pognon, quoi. Au lieu de s'emmerder avec des trucs improductifs comme le bien de l'humanité, tout ça, voilà. Il y a une boîte qui pourrait quand même peser déjà pas moins de 150 milliards de dollars, hein, selon selon des estimations d'experts en milliards. En fait, il y a même SoftBank qui pourrait apporter 500 millions dans le dernier round comme ça de levée de fonds. On rappelle qu'OpenAI a été fondé en 2015 comme un labo de recherche, sans aucun but lucratif. Dès 2019, par contre, ils ont créé OpenAI LP, qui est une filiale commerciale, hein, qui lui a permis de grossir de manière assez spectaculaire, et en particulier de recevoir des fonds, dont un chèque géant de Microsoft. Mais OpenAI LP était toujours sous la supervision du conseil d'administration d'OpenAI, le labo de recherche. Enfin, en théorie, parce qu'évidemment, la saga du licenciement éclair et de la réembauche tout aussi rapide de Sam Altman nous a bien montré que ça se passait pas forcément toujours dans les fleurs, comme c'était écrit sur le papier, quoi. Mais bon, d'après Reuters, tout ça c'est bientôt fini, OpenAI va se restructurer comme une boîte tech standard. Donc adios le board actuel, hein, on aura sans doute un conseil d'administration formé autour des actionnaires, des investisseurs et de Sam Altman, qui va au passage prendre une bonne partie de la boîte, peut-être 7%. 7% de 150 milliards, c'est pas mal. Hein. Rappelons quand même qu'Altman a toujours mis en avant qu'il n'avait aucune part dans OpenAI. C'était même un argument marketing pour dire qu'il avait encore à cœur les principes fondamentaux d'OpenAI. C'est-à-dire, je rappelle, hein, créer une intelligence artificielle généraliste qui changerait le monde pour le mieux, pour le bien de tous. Mais bon, tout ce blabla, c'est fini, on va passer à des choses sérieuses et productives, quoi.
Il faut de la thune maintenant. Et puis, il y a du mouvement aussi au niveau des têtes pensantes d'OpenAI et des responsables, Guillaume. Oui, Mira Murati s'en va, c'était le CTO, donc le Chief Technology Officer d'OpenAI. Elle a supervisé le lancement de produits comme DALL-E, Codex, Sora et même ChatGPT. Donc c'est un départ qui est très remarquable parce que c'est une des personnalités les plus connues médiatiquement d'OpenAI et c'est une des membres fondatrices de l'Ex-Labo, qui est là depuis longtemps. Et elle n'est pas la seule à partir. Le boss de la recherche qui s'appelle Bob McGrew et on est aussi un vice-président de recherche qui s'appelle Barrett Zoff qui sont partis mercredi dernier. Évidemment. Ça fait beaucoup là, non ? Ben oui, parce qu'évidemment, on ne peut pas omettre que c'est pas beaucoup de temps après le départ d'Ilya Sutskever et de ses potes, et aussi après le break de Greg Brockman, qui est parti il y a quelques temps, là, et qui est parti pour, je sais pas, 6 mois au minimum. Et il y a aussi d'autres départs qui ont été... Voilà, tout ça, depuis 6 mois, il y a quand même eu beaucoup de départs, en particulier sur les fondateurs, sur les membres originaux. Alors évidemment, tous disent que OpenAI c'est génial, qu'ils ont été super là-bas, tout ça c'est super, mais bon, ils se cassent, et aucun ne dit très clairement pourquoi finalement, ni ce qu'ils comptent faire après, en particulier les 3 derniers, là, Mira Murati, elle dit que c'est pour se créer du temps et de l'espace pour faire ses propres explorations, je cite. Donc plus vague que beurre noyé, Elle était en burn-out. Alors, c'est possible. Le pire, c'est que c'est possible. On n'en sait rien. Ces départs arrivent de manière assez concomitante avec les projets de restructuration massive. Évidemment, OpenAI s'empresse de dire que ça n'a absolument rien à voir. Et évidemment, on en est réduit aux spéculations. Et ça va bon train sur les réseaux sociaux. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Il y a une montagne de raisons pour laquelle Mira pourrait vouloir partir. Juste parce qu'elle en a marre d'être une rockstar. C'est devenu une rockstar du jour au lendemain. Effectivement, elle pourrait être en burn-out, comme tu dis. Ou alors elle préfère travailler dans un vrai labo, plutôt que dans une grosse boîte tech de base. C'est tout à fait possible. Parce qu'elle déteste Altman, en réalité. Parce qu'il prend de plus en plus de pouvoir inexorablement dans la boîte. C'est possible aussi. Parce qu'elle aime pas le futur logo, va savoir. En tout cas, OpenAI est en pleine mutation et il a des ambitions absolument démesurées. Bon, il y a du mouvement en tout cas, ça c'est factuel. Tu parles effectivement, elle aime pas le nouveau logo, oui, parce qu'il est question qu'il y ait un nouveau logo pour OpenAI. Aujourd'hui, on a cette espèce de rosace ronde, ça pourrait, d'après les rumeurs, se simplifier, Guillaume. Ouais, c'est parce que c'est pas totalement une blague. Si on en croit Fortune, OpenAI voudrait changer le logo pour passer à une sorte d'énorme O noir. Alors, et du coup, on rapproche ça du nom du dernier modèle qui s'appelle O1, donc ça s'appellera probablement O2, O1, etc. Donc, la boîte s'appellerait O. Nouveau logo que les employés trouvent hideux dans leur majorité, même inquiétant. Mais c'est peut-être une possibilité parmi d'autres, on n'en sait rien. Parce que pourquoi changer un logo plutôt sympa, très connu, et désormais connu du monde entier, à part un truc aussi Ce qui n'est pas nul. gagné. Ouais, mais ce qui n'est pas gagné en plus pour une entreprise aussi jeune et un service qui est aussi récent. Dommage, ouais. Alors ils disent, il semblerait qu'OpenAI n'ait pas la propriété de la police de caractère du logo. Ah, c'est embêtant ça. Peut-être que c'est simplement parce que l'entité qui va naître après la restructuration aura plus aucune raison de s'appeler Open quelque chose. Ah, peut-être aussi. Ouais. En fait, le nom est un handicap pour la future boîte. Open quoi ? Tu rigoles ? Oh, il est open Apple ? Non, là c'est pareil. Et le truc c'est donc oui. Et bon, pour le coup, OpenAI, ce qui s'appelle encore OpenAI cette semaine, a de gros projets littéralement gros. Puisque d'après un document lu par Bloomberg, Altman aurait discuté avec l'administration Biden sur 5 à 7 projets de data center dont chacun pourrait consommer 5 gigawatts. Pour en donner une idée, quand même, un réacteur nucléaire, c'est de l'ordre du gigawatt de puissance. Donc plusieurs gigawatts, c'est une centrale entière, et c'est beaucoup plus gros que beaucoup de centrales. Donc en gros, chaque data center consomme toute une énorme centrale nucléaire à lui tout seul, Alors ils veulent commencer par un seul data center, ils sont quand même raisonnables. Mais bon, un data center monstrueux. Alors, on pourrait se dire que c'est encore du grand Altman, qui aime bien faire danser les chiffres délirants comme ça, pour retirer le plus possible à la fin, ou juste impressionner l'auditoire, comme un bon camelot qu'il est. Mais j'ai peur que ça soit sérieux. Parce qu'on a quand même parlé du projet Stargate de Microsoft, qui en gros, c'est 100 milliards de dollars pour 5 gigawatts justement de data center. Sur plusieurs data centers, on imaginait, mais bon, pour l'instant, tout ça, c'est encore très flou. Et ça nous paraît dingue, mais en fait, Microsoft est très sérieux en ce qui concerne la sécurisation des grosses sources d'énergie stables, puisqu'ils viennent de signer un deal avec Constellation Energy, pour redémarrer 3 Mile Island. Alors, si vous êtes vieux ou passionné sur le sujet, vous connaissez déjà cette centrale célèbre de Pennsylvanie, parce que c'est le premier, je crois, gros accident nucléaire civil du monde. En 1979, il y a un des réacteurs qui a partiellement fondu. Heureusement, on est loin de Tchernobyl ou de Fukushima, le corium est resté au fond de la cuve et il y a la dernière enceinte qui a tenu. Ça a provoqué une première vague de mouvements antinucléaires aux États-Unis d'ailleurs,
Et Three Mile Island, il avait 2 réacteurs. Donc il y en a une foutue, et puis il y en a un autre de 800 MW qui a tourné pendant 30 ans, jusqu'en 2019. Puis il a été éteint, et on pensait que ça allait finir en démontage, sauf que IA, voilà. Microsoft a besoin de jus, et c'est un nouveau débouché. Il a carrément acheté l'intégralité de la production du réacteur restant de Three Mile Island, de 2028 à 2034. Et sans doute plus, en réalité. Alors, quand il sera redémarré, donc, Microsoft n'est pas le seul à faire ce genre de truc. Amazon a acheté un data center dans la même région de Pennsylvanie, juste à côté de la centrale nucléaire de Susquehanna, et il a réservé 960 MW de puissance pour lui tout seul. Alors, la centrale fait 2200 MW, donc ça veut dire qu'Amazon en bouffe la moitié globalement. Donc Amazon s'est rapproché de Talen, Microsoft de Constellation. Les grosses boîtes tech ont des nouveaux meilleurs amis, c'est les fournisseurs d'électricité directement. Et en tout cas, ça pourrait largement bénéficier au nucléaire, tout ça. Parce que c'est une énergie qui est très chère, mais qui est aussi très stable et en gros volume. Donc, pourquoi pas. En mars, une centrale nucléaire du Michigan a fermé en 2022, qui a été fermée en 2022, a obtenu un prêt garanti du gouvernement pour redémarrer en 2025. C'est un prêt de 1,5 milliard, et ça pourrait être rentable, du coup, grâce à l'IA. Mais pour le moment, aussi grâce au fonds public. Parce que, voilà, finalement, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'IA, combinée finalement au secteur public, pourrait financer un retour du nucléaire. Donc le futur O2 pourrait être nucléaire. C'est parce que, voilà, Three Mile Island donc, a été arrêté, mais il pourrait redémarrer en 2028, quoi. Voilà, bon, si tout va bien. Donc je sais pas trop si Altman va vraiment pouvoir faire 7 data centers de 5 gigawatts chaque, je sais pas trop comment il va pouvoir faire ça. Mais en tout cas, il y a une véritable, relance du nucléaire, parce que, voilà quoi, des vieux réacteurs qui étaient plus rentables pourraient le redevenir justement avec la demande, quoi, qui arrive. C'est dingue de voir, c'est assez inédit de voir des entreprises comme ça qui vont avoir un tel appétit d'énergie, et ça va pas probablement se calmer. Et puis, c'est des services aussi qui vont coûter de plus en plus cher. Guillaume, il y a fort à parier, et c'est des infos aussi qui semblent concorder dans cette direction. ChatGPT, ça va coûter plus cher à l'avenir, Guillaume. Comme Netflix, comme le Game Pass, l'abonnement OpenAI va augmenter, et beaucoup. Alors vous comprenez, ChatGPT et compagnie, ça rapporte 3,7 milliards sur l'année, tout ça, c'est pas mal. Mais à faire tourner, c'est quand même très cher, et ils vont quand même encore poster 5 milliards de pertes. Quand on veut devenir une grosse boîte tech, voilà, normale, quoi, je veux dire, une chouette du Nasdaq, mais on peut pas trop se permettre ce genre de fantaisie trop longtemps. Quoique, Uber, c'était une autre époque, Uber. Alors c'est simple, l'abonnement va graduellement doubler dans les années qui viennent, jusqu'à $44 par mois. C'est le plan pour le moment. Bon, dans 5 ans, évidemment, difficile de dire si ça sera rentable ou pas, parce que tout va tellement évoluer, on n'a aucune idée des services qui seront compris là-dedans. Cela dit, vu d'ici, $44 par mois, c'est quand même pas mal, parce que Netflix et Disney+, c'est quand même moins cher. D'ailleurs, Disney+, puisqu'on en parle, il va faire comme son concurrent, chasse au partage de mots de passe. Donc si vous partagez, voilà, avec plein de potes, tout ça, votre abonnement Disney+, sachez que c'est fini, à moins de vous payer, évidemment, Disney un petit supplément, voilà, mais vous pouvez rajouter qu'une seule personne, faut pas déconner. Donc ça va augmenter. Enfin, de toute façon, l'abonnement Disney+ va augmenter aussi en octobre, de 8 à $14, ou de 10 à $16 si vous êtes en premium. Donc ouais, l'inflation, c'est vraiment pour tout, c'est terrible. Ça n'arrête pas. Merci Guillaume. Il n'y a que Patreon qui n'a pas augmenté. Peut-être que ça augmentera un petit peu à l'avenir, mais pour l'instant, ça n'a pas augmenté. Profitez-en, patreon.com/techcafé. On enchaîne, Guillaume, avec une autre rubrique, pendant que tu nous parles de Disney+, qui nous fait une Netflix avec la limite de partage de comptes. On peut là aussi associer nos sujets, et puis commencer à relayer le fait que justement ce type de plateforme, ça pourrait bien évoluer, parce que des séries qui seraient boostées et personnalisées quelque part à base d'intelligence artificielle, ça pourrait bien arriver prochainement. On mise sur quand, Guillaume ? On mise sur tout de suite, malheureusement. On avait peur que les scénaristes soient remplacés en partie par les chatbots, mais peut-être aussi grave que ça, et peut-être même pire. Il existe désormais un outil IA pour apprécier la qualité et la faisabilité d'un script de film ou de télé, ou de série télé, quoi. En gros, une IA pourrait décider de quel projet sera tourné ou pas en lisant le truc, quoi, en lisant le projet. Chaque année, il y a des dizaines de milliers de projets qui sont pitchés au studio, aux producteurs, et à chaque fois, c'est 150 pages à se taper, ça te prend la journée facile de tout lire. Et puis voilà, tu le lis, puis après, effectivement, il faut voir si ça vaut pas un clou, ou tu donnes une estimation de ce que ça pourrait coûter à produire, etc. Puis tu dois imaginer les acteurs qui seraient bons dans les rôles, voilà, chiffrer tout ça.
Et donc, ça, c'est quand même lourd, quoi. Donc, c'est pour ça que Cinelytics, qui travaille déjà avec Warner Bros. Et Sony Pictures, entre autres, propose un outil pour lire les scripts à ta place. Il s'appelle Kalaya, oui, je sais, avec IA comme IA, quoi, voilà. Et c'est un modèle de langage customisé pour faire le critique de projets de films ou de séries et donner un rapport circonstancié sur les qualités, les défauts, la faisabilité, etc. Alors évidemment, elle fait ça en 1 minute au lieu de 24 heures, hein, et puis elle va même jusqu'à donner un jugement du projet qui peut... Est-ce que c'est recommandé ou pas? Alors, derrière, c'est OpenAI, hein, de toute façon, c'est le modèle d'OpenAI, c'est à la base. Et Cinelix facture 79$ la lecture du script et le rapport. Alors, un des principaux soucis à la mise au point de Kalaya, c'est justement que si tu utilises le modèle d'OpenAI, ça veut dire que c'est un modèle qui est gentil, positif, qui est toujours biaisé pour être sympa, etc. Et donc, ils donnaient que des avis un peu trop positifs, ils minimisaient systématiquement les soucis, donc ils ont fait un entraînement spécifique quand même, hein. Mais ça reste toujours un peu vrai. Et d'une manière générale, on peut vraiment se demander si c'est pas complètement idiot d'utiliser un chatbot pour ça. Est-ce que c'est pas complètement un contre-emploi d'une IA, quoi? Parce qu'on utilise quand même un chatbot là pour un jugement qui est esthétique, artistique, pour un jugement critique aussi surtout, et pour juger l'originalité d'un truc. Or, il est quand même franchement pas fait pour ça, juger l'originalité, hein. Je veux dire, finalement, un chatbot, c'est fait pour reproduire une distribution de probabilité donnée. Et donc, il donnera des jugements bateaux. Il critiquera ce qui est critiqué en général, et il aimera ce qui est aimé en général, parce que c'est ça que c'est, un chatbot, un modèle de langage. Là, on n'est pas sur un résumé factuel d'un truc, on demande un jugement de valeur. Utiliser un modèle de langage pour ça, à mon avis, c'est assez casse-gueule. Il y a un témoignage de Veer Srinivas qui confirme ses craintes. Il dit que sur un exemple de script de 100 pages, qu'on lui a donné à Kalaya, le modèle est très superficiel, il est trop littéral. Il rate même la valeur métaphorique de l'histoire. C'est quand même incroyable, enfin, je veux dire. Donc il reste diplomate, il évite de faire des vagues, et quant aux suggestions d'acteurs, il va se cantonner aux têtes d'affiche de base. Ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque les têtes d'affiche, évidemment, c'est les plus célèbres, donc c'est celles qui sont le plus présentes aussi dans les données d'entraînement. Donc je suis très dubitatif sur Kalaya. Après, on pourra aussi m'objecter que de toute façon, après, les humains non plus sont pas toujours parfaits, et puis toutes les séries produites par Netflix sont pas des sommets artistiques non plus, donc est-ce que les IA vont améliorer les choses, les empirer? C'est toujours compliqué à voir d'avance, quoi. En attendant, il y a des mouvements. Alors, on parlait de l'industrie du cinéma qui commençait à s'accaparer des technologies dans l'épisode de la semaine dernière. Et là, c'est presque l'inverse, mais en tout cas, on voit un mariage entre les technologies et les personnalités du cinéma et de l'intelligence artificielle avec un grand nom du cinéma qui rejoint Stability AI, Guillaume. C'est une mini-news pour dire que James Cameron lui-même vient d'intégrer le conseil d'administration de Stability AI, et en particulier... pourquoi il a fait ça? Donc, c'est pas pour créer donc, le nouveau Terminator, puisque Stability AI, c'est ceux qui font plutôt des générateurs d'images, des générateurs de musique et de son, etc. Alors, pourquoi il veut faire ça? Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? C'est vrai que c'est pas complètement évident. J'ai passé ma carrière, dit-il, à rechercher des technologies émergentes qui repoussent les limites du possible. Tout cela dans le but de raconter des histoires incroyables. J'étais à l'avant-garde de l'image de synthèse il y a plus de 30 ans, et je suis resté à la pointe depuis. Aujourd'hui, l'intersection de l'IA générative et de la création d'images de synthèse constitue la prochaine vague. Donc James Cameron a des grosses chevilles, mais comme on s'appelle James Cameron, on a le droit. faut quand même l'avouer. Et donc oui, on va pas revenir sur les soucis de Stability, qui va peut-être sortir une nouvelle version de SD3 d'ailleurs au passage, peut-être, mais c'est vrai que c'est une surprise de voir d'une part, c'est une surprise de voir une célébrité comme ça rejoindre le navire, qui, on l'espère, saura faire sa route entre les nombreux icebergs qui l'attendent. Ouh là là. Cela dit, il a raison. La synthèse d'images dans son ensemble ne peut pas ignorer l'IA générative. Pour les images, il y a déjà d'ailleurs des plugins pour Blender que vous pouvez télécharger et utiliser avec Stable Diffusion, qui permet de générer une image finale en haute qualité à partir d'un simple rendu schématique. Vous faites un truc schématique sur Blender, après vous pouvez, comme ça, en image to image, avoir des images superbes en génératif, quoi. Runway et d'autres montrent aussi la voie pour faire la même chose avec des images animées. Ça va bientôt être possible de faire des vidéos comme ça. D'ici quelques années, je vois pas comment Hollywood pourrait ne pas devenir un des plus gros consommateurs de génération d'images. Ça me paraîtrait vraiment étonnant, quoi. C'est sûr, c'est presque écrit, c'est le sens de l'histoire, j'ai l'impression, qui se déroule sous nos yeux. Sens de l'histoire concernant la partie surveillance, Guillaume, de notre côté, et concernant l'encadrement de la loi avec les policiers, des intelligences artificielles qui arrivent à les coacher. Oula, tu me fais peur. Et ben oui, encore une intersection entre l'IA et le service public, et la police en particulier, avec un nouvel outil qui s'appelle Truleo, qui analyse en permanence les bodycams de certains agents américains et qui délivre chaque jour ses commentaires. Alors,
en pratique, hein, alors déjà, pratiquement tous les policiers américains sont équipés de bodycam, hein, des caméras comme ça qu'ils ont sur eux, qui tournent toute la journée, et donc évidemment ça produit des millions et des millions d'heures de vidéos, et bon, tellement qu'on ne peut pas en regarder 1%, le volume est immense. Ouais. Sauf que les IA, elles le peuvent, regarder toutes les vidéos tout le temps. Et Truleo est donc devenu une sorte de coach IA pour policiers, dans une trentaine de commissariats, y compris à New York. Truleo, donc, il regarde, il écoute aussi, hein, bien entendu, tout ce qui se passe, tout ce que fait le gars, quoi, et donne son avis, qui peut être négatif ou positif. Et souvent, il est positif, hein. Il arrive que ça se passe très mal, là, bien sûr, mais heureusement, voilà, ça se passe aussi souvent bien. Et donc, Truleo souligne le professionnalisme quand il le voit. Alors, ça paraît être rien, mais ça a un impact réel sur le comportement des agents, et ça a même été testé avec des groupes de contrôle, hein, dans deux commissariats différents, en Caroline du Sud et dans le Colorado. Et dans les deux cas, on constate une baisse des comportements non professionnels. En fait, les comportements très professionnels ont même doublé en incidence avec cette espèce d'IA chaperon. C'est dingue. Autre fait surprenant, les agents sont plutôt ouverts et pas du tout réfractaires, parce qu'ils voient l'IA comme une sorte d'arbitre impartial. Si on les prévient avant, hein, parce que bon, parfois c'est vrai que le déploiement s'est pas super bien passé quand ça manquait de transparence, mais puis évidemment il y a des policiers qui voient ça comme une forme de surveillance, tout ça, bon, il y a tous les avis, hein. Mais c'est loin d'être systématiquement négatif, et même en général c'est plutôt accueilli de manière constructive. Alors Truleo ne change pas les gens, hein, sans doute pas, mais en fait les agents comprennent vite ce que le logiciel attend et ils s'y adaptent. Mais l'important c'est que le comportement change finalement, hein, parce que c'est ça qui a des conséquences directes. Alors l'expérience de Truleo semble étonnamment positive. À quel point on a envie que tout ça se généralise, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours un sujet très délicat et Oh là là. assez étonnant, ouais. Avoir un avis là-dessus nécessiterait des heures et des Oh là heures là. de discussion dans lesquelles on va pas se lancer. On ne fait que relayer l'actu et vous laisser dérouler vos commentaires. On va plutôt continuer avec la suite du conducteur, et je dois dire, Guillaume, qu'il y a de temps en temps comme ça des sujets que tu prépares dans les épisodes de Tech Café qui vraiment, je sais pas pourquoi, mais ils me mettent des gifles et des espèces d'effets waouh, et celui qui arrive en fait clairement partie. Un travail de recherche autour de la perception des pareidolie par les intelligences artificielles. La pareidolie, c'est le fait de voir des visages. Alors, j'ai l'impression que c'est mon quotidien. Moi, je vois des visages partout, dans des maisons, des objets du quotidien. Est-ce que les intelligences artificielles seraient capables aussi d'être affectées par ce syndrome, Guillaume ? Alors oui, c'est une question qui est moins délirante qu'il y paraît, parce que c'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nous. Et pourquoi nous, on a ce biais, hein. Alors Ouais. c'est vrai, hein, nous on voit tous, moi aussi, je te rassure, je vois des visages Ah, dans les ouf. nuages, les toasts brûlés, voilà, c'est tout à fait normal. Et est-ce que les robots voient donc des visages dans les nuages? La réponse, donc, pour répondre à cette question, il y a quand même pas mal de chercheurs de chez Microsoft, Nvidia, Toyota et du MIT qui ont voulu tester ça et qui ont commencé par créer un dataset d'images pareidoliques, c'est-à-dire des images de trucs qui sont pas du tout Déjà, des ça, c'est visages, génial. mais où D'ailleurs, tout le je monde fais va faire voir ça. 2 yeux, un nez, une bouche, quoi. Voilà, tout le monde va voir des visages dans ces trucs-là. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des œufs au plat, des œufs au plat, un bout de bois, un radiateur, voilà. Dans cette image, vous verrez sans doute un visage. Et ensuite, ils ont filé ça à des logiciels de reconnaissance faciale, et il s'avère que, non, en fait, hein, ils sont pas très pareidoliques, ils repèrent beaucoup moins de visages que nous dans ces images-là. Ils sont pas très sensibles à la pareidolie. Donc ça veut dire que eux et nous, on voit pas les choses pareilles. Alors pourquoi ? Là, les chercheurs ont testé des modèles de reconnaissance faciale qu'ils ont modifiés, du coup, de diverses manières, chacun étant entraîné sur des images, étant surentraîné sur des sets d'images un peu différents, des images plus floues, par exemple, hein, ou diverses sortes de flou, de bruit, etc. Et ça change rien, significativement, ça change rien. Et puis ils se sont dit, ouais, mais nous, en fait, aussi reconnaître des têtes des gens très vite, hein, c'est sûr, mais pas seulement, on sait aussi reconnaître des têtes d'animaux très vite. Et ça, c'est quand même assez logique, parce que savoir reconnaître rapidement un cougar dans les forêts, là, ça a dû être un plus, hein, pendant très longtemps, c'est un plus. Alors, ils ont entraîné un modèle de reconnaissance faciale sur des têtes d'animaux, sur des visages, entre guillemets, d'animaux. Et là, bingo, les IA sont devenus aussi pareidoliques que nous. Donc ce modèle rapproche énormément d'images, finalement, qu'on lui montre, à des images de faux plats, tout ça, ou de bouts de bois. Il rapproche pas, il n'arrive pas à les rapprocher d'images de visages humains. Par contre, il arrive à trouver des animaux qui leur ressemblent. Ça lui fait penser à une tête de hamster ou d'otarie. Donc oui, ça a 2 yeux, un nez, une bouche, mais c'est pas du tout un visage humain, c'est trop loin pour lui. Par contre, ça lui fait penser à un visage d'animal, si on l'entraîne à reconnaître aussi des visages d'animaux. Et finalement, c'est peut-être le cas pour nous aussi. Si on reconnaît aussi bien les visages humains et animaux, ça nous donne une grande plasticité à ce qu'on appelle un visage. Parce qu'un visage, finalement, c'est très malléable au niveau de la forme pour nous. Et pourquoi ? C'est parce que les animaux eux-mêmes ont des formes de tête très différentes, de nous et entre eux.
Et donc, on a une grande tolérance, finalement, sur ce qu'on peut interpréter comme étant un visage. Et c'est peut-être cette grande tolérance qui nous fait voir des visages partout. En tout cas, c'est l'enseignement qu'on pourrait tirer de cette étude. Alors, ils prolongent un petit peu leur réflexion en essayant de donner un modèle statistique pour la pareidolie. Ils modélisent le truc de deux manières différentes, mais la conclusion est la même. Il y a un risque de pareidolie maximale quand une image n'est ni trop compliquée, ni trop simple. Parce que trop simple, on voit rien, parce que voilà, il n'y a rien de spécial, quoi. Mais trop compliqué, quand la texture est trop détaillée, ça brouille le truc, il y a trop de machin, on n'arrive pas vraiment à déterminer les grandes lignes, quoi, d'un visage. Entre les deux, on arrive à avoir de temps en temps, comme ça, les grandes lignes d'un visage, et donc, voilà. On peut chercher plus facilement et trouver plus facilement des yeux, cette bouche, ces yeux, etc. Donc c'est une étude cool qui montre que, finalement, les IA, en étant très différents de nous, disent quand même beaucoup de choses sur nous. C'est hyper intéressant de faire ces parallèles. Allez regarder le document, la vidéo en plus est hyper intéressante pour voir la recherche. Peut-être ça vous fera même réfléchir sur vous-même, c'est chouette. On continue avec un petit tour du côté chez le veto, et pas pour les petits chatons, Guillaume, pour le coup. Et c'est le veto de Gavin Newsom, un gouverneur de Californie, qui était pas de bonne humeur cette semaine. Il a dit non à plein de trucs, à 3 propositions de loi, dont la fameuse SB 1047 dont on a parlé ici plusieurs fois, tant c'était une loi sur l'IA ambitieuse et controversée. C'est la loi qui devait rendre responsables pénalement les créateurs d'IA en cas de grosses bêtises qui ont été faites par leur bébé. Et donc finalement, c'est le veto. Voilà. Et Gavin y a mis son veto, c'est fini. Gros soulagement chez plein de monde, de Meta à Google, toute la tech, globalement, se félicite. Par contre, à Hollywood, et dans pas mal d'autres endroits, on doit quand même tirer la tronche. C'est pas la seule loi d'ailleurs à avoir été refusée cette semaine, il y a aussi celle qui aura obligé les fabricants de voitures à avoir un avertisseur en cas de dépassement de vitesse autorisé, et celle qui aura obligé les navigateurs internet et les systèmes d'exploitation à intégrer une mécanique pour dire non à la revente des données de traçage. Pour Newsom, finalement, ces lois-là faisaient doublon avec d'autres. Évidemment, pour ses défenseurs, c'est encore une campagne de lobbying, on l'a réussi, pour Google et compagnie. Alors, la SB 1047 avait été très amendée au fil du temps, et même comme ça, c'est pas passé, donc je sais pas trop si la Californie va repartir aussi sec. Sachant que l'État fédéral doit aussi s'en occuper de ce genre de questions, c'est même des questions qui sont plus pour l'État fédéral, la loi sur les voitures, d'ailleurs c'est pareil, Newsom s'est justifié en disant que ça ferait un patchwork de lois un petit peu partout, sur tous les États, et que c'est plutôt du ressort du gouvernement fédéral de s'occuper de ça. Peut-être que c'est ce qui va se passer en définitive, mais bon, de quelle manière, évidemment, on va voir. À suivre. Merci pour cette veille hyper complète, et puis on va continuer, enchaîner et terminer cet épisode avec une rubrique jeux vidéo. Et justement, tu parles des dispositifs de loi avec la série des AB, l'AB Productions. Et justement, il y en a une qu'on doit souligner pour permettre d'introduire cette rubrique jeux vidéo, c'est une loi sur les licences de jeux en dématérialisé, Guillaume. Et pas que de jeux, mais en particulier de jeux. C'est vrai qu'on reste complètement en Californie dans les AB machin truc avec la AB 2426 que Gavin a signée cette fois. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs en Californie et j'espère partout. C'est une loi qui est relativement simple puisqu'elle force les éditeurs à dire les termes. C'est-à-dire si vous achetez une licence d'un jeu et que ce jeu peut enfin disparaître si les accords de licence sont renégociés, c'est qu'en réalité vous achetez pas quelque chose, vous, de fait que le louer, quoi. Ça, elles doivent le dire. En clair, elles doivent mentionner clairement que vous n'êtes pas propriétaire des jeux que vous achetez en démat. Vous achetez une licence, et cette licence peut vous être retirée si les conditions changent. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Dans le domaine du jeu vidéo, on a l'exemple récent du jeu of the Crew, dont la licence a été révoquée pour les joueurs alors que les serveurs fermaient. C'est un jeu d'Ubisoft. On a aussi eu Sony qui virait des bibliothèques PlayStation les épisodes de Discovery Channel, donc là c'était de la vidéo, mais bon, c'est aussi sur PlayStation pour le coup, mais c'était des épisodes de vidéo, voilà, ils n'avaient plus la licence Discovery Channel, donc du coup, même si vous aviez acheté les épisodes, ils ont disparu, voilà. Ceux qui les ont achetés pensaient sans doute qu'ils étaient propriétaires au moins de la copie qu'ils avaient sur leur disque dur, non. Il faut voir que dans un écosystème fermé, vous n'avez aucun contrôle et aucune propriété. Donc c'est quand même important de le savoir, et après, de prendre les décisions en conséquence. Alors, c'est tout ce que fait la loi finalement. La loi AB 2426, elle exige que ça soit clair, que ça soit bien visible et bien visible pour tout le monde, bien compréhensible. Par contre, après, les consommateurs continueront à faire ce qu'ils veulent, évidemment. On continue, Guillaume, avec une mauvaise nouvelle, puisque Assassin's Creed Shadows, donc qui devait se passer, enfin qui se passe en Asie, a été repoussé. Mauvaise nouvelle pour les fans de la série. Et des changements qui sont significatifs chez Ubisoft, du coup. Oui, c'est une petite mauvaise nouvelle par rapport à la forme générale d'Ubisoft, qui est une très, très petite forme. Pas des très bonnes nouvelles de son côté, puisque
Son action a quand même perdu la moitié de sa valeur en 6 mois, et par rapport aux années 2020, c'est une catastrophe. Les groupes d'investisseurs, il y a des groupes d'investisseurs derrière qui commencent à gueuler, qui veulent carrément virer plein de gens, revendre le truc, virer Gizmo, etc. Bon. Et par là-dessus, Star Wars Outlaw n'a pas été le succès escompté, et disons qu'il comptait un peu dessus quand même. Du coup, on a droit à plusieurs annonces assez chocs, hein. Donc Outlaw va déjà bénéficier de plusieurs mises à jour. Il y a même un planning, avec une grosse prévue pour novembre et des petites en octobre. Et en novembre, devinez quoi, mais il va sortir aussi sur Steam. C'est un changement majeur de stratégie pour Ubisoft, hein, qui va se remettre à sortir ses jeux partout où c'est possible, suite à la performance modeste d'Outlaw. Le prochain, du coup, Assassin's Creed Japon, donc l'Assassin's Creed Shadow, là, hein, qui est reporté de 4 mois, il va sortir Day One sur Steam et Epic Game Store. Ubisoft a quitté Steam en 2019, hein, pour ses gros jeux, pour aller vers Epic. Epic a une commission 2 fois plus petite, hein, que Steam. Et il voulait aussi pousser sa propre plateforme, hein, mais bon, 5 ans plus tard, Steam reste complètement indéboulonnable. Malgré les efforts d'Ubisoft, malgré les efforts d'Epic surtout. Et voilà, et Ubi, il a besoin de faire le plus de ventes possible. Donc maintenant, si c'est Steam, quoi, voilà. Hein. On peut le déplorer, hein, d'ailleurs, hein, mais Ubi, il en fait les frais aussi. Hein. Steam, ça n'a pas marché. Voilà, Steam reste la plateforme la plus utilisée et incontournable sur PC, c'est comme ça. Et donc Ubi espère carrément une sorte de relancement en fin d'année sur Steam pour Star Wars Outlaw, pour redonner une dynamique comme ça à son jeu. Et puis franchement, c'est vraiment ce qu'on leur souhaite, hein, parce que voilà, ça va pas très fort. Il va falloir corriger 2-3 trucs. C'est vrai que quand on regarde des vidéos, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont pas fignolées, pas finies, pas en tout cas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un jeu qui sort en 2024 avec les ressources techniques qu'on a. Mais je suis à peu près persuadé qu'ils peuvent faire évoluer les choses avec des mises à jour. Outlaw, donc, à qui n'a surveiller. pas que des défauts, hein. C'est pas un jeu Bien atroce. Hein. Bien sûr, mais un jeu dans qui l'univers. Est pas parfait, mais c'est pas non ouais. plus une merde, hein. Faut pas exagérer. Hein. Non, bien sûr, c'est pas un cyberpunk au lancement, par exemple. Je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais pour autant, à l'époque à laquelle on est, où il y a tellement de trucs à faire, le fait de manquer le coche et de pas être au top du top, c'est d'autant plus difficile, je pense. Du côté de chez Nintendo, Guillaume, là aussi, hein, évidemment, comme partout, rassure-moi, la hype de l'intelligence artificielle va s'immiscer dans tout ce qu'ils vont faire, hein, c'est ça, hein? Pas du tout, alors que la totalité des patrons des boîtes du monde entier se battent pour placer le plus de fois possible les lettres I et A dans leur discours marketing, hein, de manière plus ou moins justifiée. Nintendo, non. Et ouais, Nintendo, exactement, c'est exactement ça, on y revient. Miyamoto dit que tout le monde va dans la même direction et que, comme d'hab, en fait, Nintendo va aller donc dans la direction opposée. Ça a toujours été faire des jeux en papier. Il faut arrêter les jeux vidéo. Tu sais qu'ils ont fait des jeux en carton quand même, hein, sur Switch. Hein, donc, c'est vrai en plus. Ça a toujours été leur truc, hein, de ne pas rentrer en compétition frontale avec les monstres en face et faire un pas de côté. Hein. Ça leur a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Alors, il n'a pas donné de détails sur ce qu'ils allaient faire vraiment différemment. Je pense qu'ils vont juste faire comme d'habitude. C'est d'ailleurs juste, ils disent, on s'en fout. On fait d'autres machins, puis on va pas se lancer là-dedans, on va faire d'autres machins dans l'autre coin. Et puis ça voilà. Et puis voilà, écoute, oui, c'est ça. Donc si vous avez une allergie à l'IA, Nintendo restera votre refuge. Hein. Et c'est vrai qu'il y a de moins en moins ces temps-ci. Tu m'étonnes. Et quand on voit le succès, hein, a priori, j'ai vu du dernier Zelda, qui pourtant subit des baisses de fréquence C'est comment s'appelait ce remake, Guillaume, du jeu Zelda qui a été fait sur la Switch, qui avait à l'époque... le remake du Game Boy, là. Ouais, de Link's Awakening, et qui était lent déjà à l'époque sur plein de passages. Ils n'ont pas corrigé le truc et pourtant on continue à se jeter dessus. Ouais, ça commence à faire de la peine. Mais ça marche bien. C'était aussi la saison des annonces du côté de Sony, Guillaume. Oui, grosse semaine, hein, puisqu'on a eu à la fois le State of Play de PlayStation et le Tokyo Game Show quand même. Et les deux se recoupent même un petit peu, hein, puisque évidemment il y a plein d'annonces communes. Hein, et par exemple, il y a Monster Hunter Wilds qui était présenté aussi sur un énorme stand avec des statues incroyablement détaillées d'ailleurs au Tokyo Game Show. Et donc State of Play oblige, on a eu donc des nouvelles couleurs de consoles, des consoles satinées, je dirais. Oui, c'est important Pearl, ça. N'est-ce pas ? Si vous aimez le shiny, le glossy, le tape à l'œil, je dirais. Pour vos consoles, écoute, jetez-vous dessus. On a surtout eu, enfin pour moi, la plus grosse annonce du State of Play, c'est Ghost of Yotei, évidemment, hein, qui est tout simplement la suite de Ghost of Tsushima. Enfin, suite spirituelle, hein, parce que ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, ça se passe pas au même endroit. Donc c'est autour du mont Yotei, hein, qui est à Hokkaido, et c'est pas la même époque, on est en 1603, donc c'est pas les mêmes protagonistes non plus, donc c'est pas du tout le même truc, mais voilà, ça ressemble évidemment pas mal, question ambiance et gameplay, forcément, c'est le fil, la suite, quoi.
Ça a l'air mais absolument magnifique. Ça a l'air très très beau. C'est le premier jeu qui me fait envisager d'acheter une PlayStation 5 un jour. Ah. Et puis il y a eu Palworld, et ben non. non, il n'y a pas eu Palworld du tout, bien entendu, parce qu'il était présent au Tokyo Game Show, Palworld, et il devait sortir sur PlayStation 5, il devait être annoncé au State of Play. Il avait un stand et des cosplayers, hein, donc voilà. Mais Mario est passé par là avec sa grosse clé de 12, et donc ça leur a pété un peu leur délire. Palworld PlayStation 5 est mis en pause pour une durée indéterminée, qui pourrait être l'éternité. Bon, bien sûr, on a parlé de PS5, de PS5 Pro, voilà, bien entendu. Marc Cerny en particulier, voilà, il y a eu une grosse liste de jeux optimisés pour. On a eu des démos, il y a Digital Foundry qui a fait une analyse, voilà, de tout ça. Donc on a vu les premiers jeux tourner sur PlayStation 5 Pro, et est-ce que ça fait une différence? La réponse, c'est oui. Heureusement, je dirais. Oui, c'est vrai, c'est mieux. C'est un peu plus fin, c'est plus fluide dans certains cas, effectivement. On peut avoir à la fois un mode qualité et du 60 FPS, ce qui est sympa, on a des effets supplémentaires. Sauf que c'est quand même très inégal selon les jeux, hein. C'est des effets supplémentaires d'un Gran Turismo. Oui, est-ce que tu vas les remarquer en jeu? Pas clair. C'est plus fin, oui, ça se voit très bien quand tu zoomes 2 fois dans la vidéo d'analyse sur des Global Foundries, mais bon, sinon, elle est pas non plus bon. Donc, oui, il y a une différence, oui, c'est mieux, évidemment. Est-ce que ça vaut le coup de la différence de prix? Bon, est-ce que tu le remarqueras sur ta télé, si t'es loin de ta télé, si sur ta propre télé, dans le feu de l'action? Bon, effectivement, si vous êtes confortable, question moyen, si vous avez les moyens, en gros, oui, c'est sûr que, pourquoi pas, tu vois, c'est un peu mieux. Après, pour une majorité de gens, franchement, je continue d'en douter. En tout cas, ce qui est évident, c'est que si vous avez une PlayStation 5, gardez-la, quoi. Ce seront vraiment les mêmes jeux, hein, voilà. Et avec un tout petit peu, voilà, ce sera un tout petit peu mieux. Bon. Ghost of Yotei, effectivement. Alors moi, j'ai pas fait un Ghost of Tsushima. Je suis passé complètement à côté de ce succès, j'ai l'impression. Mais alors, quand je vois les images, ça a l'air terriblement Ils l'ont beau. ressorti sur PS5, il est magnifique, hein. Remasterisé, il est toujours magnifique. Non, pas remasterisé. Non. Enfin, remasterisé vite fait, quoi. Je veux dire, en 4K, tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. Mais même sur PS4, il est magnifique. Il est très bien. Il est très très bien, ce truc. Si j'avais du temps. On s'était beaucoup moqué. Si t'arrêtais trop. Tu sais qui va passer sur mobile? Eh oui, je t'allais te le dire. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est bon, le podcast sera en pause pendant 2 ou 3 ans. Désolé. Il est effectivement sur mon iPhone et voilà. C'est terrible. Alors, ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'il n'y a pas de synchro décompte, donc je suis obligé de repartir à zéro, ce qui est à la fois excitant et frustrant. On parlait, Guillaume, avec Steph la semaine dernière de la PS5 Pro couleur pigeon. Est-ce qu'elle s'est bien vendue? Eh ben oui, c'est pas vraiment une grosse surprise, hein. Toutes les PS5 Pro anniversaires sont parties en 25 secondes. Et 25 secondes plus tard, elles se sont retrouvées sur le bon coin. Alors moi, j'envisageais du 4000 €, à peu près. Petit joueur, on est plutôt sur du 5000. Même joli. Non, mais véridique, hein, c'est assez joli. Faut voir que Sony a aussi tout fait pour que ça parte en couille, hein, puisque il y a eu que 12 300 exemplaires du pack anniversaire, une quantité qui était faible, hein, au regard de ce qu'on aurait pu anticiper vu l'engouement sur les réseaux sociaux. Ça a été la panique dans le monde entier, en Australie, en Angleterre d'abord, hein, où les gens se sont retrouvés dans des files d'attente avec quelque chose complètement aléatoire d'avoir leur truc. Je me suis toujours demandé si les marques faisaient exprès de créer la rareté pour faire le buzz et entretenir l'image, hein, au prix de plein de ventes manquées, du coup, parce que s'ils en avaient fait 2 fois plus, ils en auraient vendu 2 fois plus. Oui. Donc je ne sais pas exactement, voilà, ou alors peut-être qu'ils se foirent complètement en estimant la demande, je sais pas. En tous les cas, pour la sortie japonaise, PlayStation a mis en place des petits garde-fous, puisqu'ils demandent d'avoir un compte... Donc un compte PlayStation actif, PlayStation Network actif, et d'avoir totalisé au moins 30 heures de jeu avant de l'achat de la console, mais d'ailleurs enfin pas, disons, un petit peu avant, c'est-à-dire je sais plus exactement, entre septembre et je sais plus quel mois, quoi. Donc ça, disons, pour assurer, on va dire que ceux qui achètent soient vraiment des joueurs. Bon, maintenant que les scalpers le savent, probablement ça va pas être très très efficace pour les prochaines éditions, mais en tout cas pour celle-là, peut-être qu'au Japon, ça se passera de manière un peu moins ça passera peut-être un peu moins mal. Et en plus, elle est moche. On termine avec le TGS, Guillaume. Oui, on a eu le Tokyo Game Show d'ailleurs, et c'était plutôt une bonne édition. Alors, je crois qu'on a eu dans les 279 000 visiteurs, ce qui fait qu'on est à peu près au niveau pré-pandémique. Donc c'est plutôt une bonne édition. Voilà, question exubérance et fréquentation, on est sur proche de ce qu'on a, disons, un TGS standard, quoi, avant la pandémie, encore une fois.
On avait des stands énormes, hein, énormément de jolies filles en cosplay aussi, pour faire de l'animation. Il y avait des statues géantes, des maquettes énormes. Hein. Pour Final Fantasy, une maquette d'ailleurs de la ville, des stands spectaculaires. Celui de Metal Gear Delta, par exemple, le remake du 3, qui était entièrement décoré façon jungle. Konami avait aussi un gros truc pour Silent Hill, d'ailleurs. Je pense que voilà, la licence a toujours été moins populaire que Metal Gear. Metal Gear, c'était un des jeux d'ailleurs mis en avant aussi par Xbox. Parce qu'Xbox a fait une présentation spéciale TGS. Hein, ils ont présenté pas mal de trucs censés conquérir le public japonais, on va dire. Donc il y avait plein de trucs. Voilà, il y avait une collab Overwatch, My Hero Academia. Il y avait un nouveau Katamari. Encore un nouveau jeu de la série des ateliers. Il y avait les remasters aussi, pas mal de remasters de Suikoden, de Dragon Quest, de Final Fantasy. Puis il y avait des jeux de délire mignons, hein, comme All You Need Is Help, où on joue une espèce de pièce de Tetris en étoffe qui se joue à plusieurs, jusqu'à 4. Il y avait un truc qui s'appelle Slitherhead, qui se vante d'avoir un tout nouveau concept, celui de prendre le corps de n'importe qui, et voilà, de se battre. Tu prends les NPC, quoi, en fait. Hein, tu peux jouer n'importe quel NPC, tu peux passer de NPC en NPC. Et je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est pas si nouveau, parce que c'était un petit peu le truc de Nomad Soul aussi sur Dreamcast. Pas pour rien que ça s'appelle Nomad Soul. Hein. Et puis il y avait un truc pareil aussi dans Parasite Eve sur PSP, mais bon voilà, le jeu a l'air quand même marrant. Et puis surtout, il y avait un jeu dans lequel tu es un tanuki postillon en vélo, et ça, franchement... Mon Dieu. Ouais. Alors c'était assez marrant de voir Xbox essayer de profiter du TGS pour se faire une petite place au Japon, quand on sait qu'ils sont en vrac total et ils savent pas où pète la chèvre, quoi. Ils changent d'avis tous les mois, on sait pas quelle est leur stratégie. Et ça dans le monde entier, tu vois. Mais bon, voilà, ils essayent quand même de se faire une place au Japon, un pays où historiquement ils ont jamais existé quasiment, sauf de manière confidentielle avec des shooters sur Xbox 360. Donc c'est toujours un petit peu étonnant de voir ça, mais bon, écoute, pourquoi pas, après tout. Le facteur Tanuki en vélo extraordinaire. Allez voir cette vidéo. C'est plein de mignonitudes. J'ai absolument pas envie d'y jouer, mais c'est très mignon. Merci infiniment Guillaume pour la préparation de cet épisode. C'était hyper plaisant de passer ce moment en ta compagnie. J'espère évidemment que c'était tout aussi plaisant pour nos auditrices et nos auditeurs de passer ce moment à nos côtés. J'ai une invitation bien particulière à faire. C'est tout simplement de considérer le fait, là, au moment où vous arrivez à la fin de cet épisode, de vous poser la question de qui dans votre entourage pourrait être intéressé par un podcast comme Tech Café. Je suis à peu près certain que dans votre entourage professionnel, parmi vos amis, ou peut-être même des personnes que vous avez dans votre famille, vous auriez tout intérêt à recommander Tech Café. C'est hyper important pour nous pour faire connaître le podcast et aller gagner de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Donc, si jamais vous avez envie de jouer la carte de la notoriété du podcast, essayez de réfléchir là à 2-3 personnes dans votre entourage à qui vous n'avez pas déjà parlé de Tech Café. Ce serait intéressant de leur partager. Si vous écoutez déjà Tech Café depuis longtemps, que vous l'avez déjà recommandé autour de vous, il est peut-être plus que jamais temps de venir nous soutenir. Patreon.com/techcafé. Vous avez toutes les informations qui permettent de bénéficier en échange du flux privé du podcast qui vous permet d'écouter les épisodes sans la pub. Et puis préparez-vous, hein, comme vous l'avez teasé, à l'avenir il y aura forcément des petits changements avec notamment des fonctionnements à l'abonnement à la place de prélèvements par épisode. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire d'une personne sur techcafé.fr qui disait mais en fait pourquoi vous n'êtes pas déjà à l'abonnement ? Il dit en fait pour moi ça rend les choses plus obscures, plus compliquées d'avoir des facturations par épisode. En plus ils ne sont pas tous facturés. Il n'y a finalement que les épisodes hebdo. Je peux le comprendre, on va y réfléchir et puis on sera là pour vous apporter des réponses. Et en attendant, vous pouvez évidemment nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, mon cher Guillaume, tu vas pas le croire, mais j'ai commencé Elden Ring. Mais non ! C'est vrai ! 25 ans après tout le monde, je sais. Mais... C'est pas vrai ! Trop bien ! Et donc, je suis occupé pour les 8 prochaines années, je pense, à peu près. Alors, attends. Tu as commencé Elden Ring, mais en gros, t'as fait quoi ? T'as fait l'intro ? T'as fait quoi ? Non, mais là, j'ouvre la carte. Non, mais je balade beaucoup, en fait. J'ouvre la carte un petit peu partout et tout. Et donc, c'est... Bon, c'est vrai que c'est très beau, je balade énormément, donc c'est assez cool. Bon, c'est âpre, hein, aussi. Hein, quand je vois les boss, je me dis souvent... Mais mec, jamais je vais pouvoir battre ce machin dans ma vie. Comment je fais ? Il y a des tanks dans le jeu ? Est-ce qu'il y a des tanks ? Parce que sinon, je vois pas comment tu fais pour certains boss. Hein. Il y a des bots, effectivement, que tu peux invoquer, et puis t'as les ouais, ça, j'ai vu. Autres, ça, j'ai vu, mais je veux dire, bon, même avec... Mais ça change pas fondamentalement la donne. En fait, alors je me suis refait la réflexion. Les loulous, ils vont pas durer longtemps, quoi, tu vois. Alors, il y a ça, et puis sur certains boss, tu peux invoquer, t'as vu, un espèce de PNJ en plus sur certains boss. J'ai pas encore vu ça, pour le coup. Alors, tu verras. Je continue, moi, l'extension, et c'est génial que tu me dis ça, parce que je kiffe toujours autant.
Et en fait, je me suis frotté à plusieurs boss de l'extension et j'ai trouvé ça plutôt facile jusque-là. Et là, je me suis galéré depuis un moment avec un boss, la Mesmer l'Empaleur. Et je remarque une fois de plus à quel point pour arriver à battre un boss, tu vas te moquer de moi, je le sais. Il faut arriver à danser avec le boss. Je trouve que c'est magique de voir que ce jeu est unique dans le sens où il faut que tu arrives à lire. Bon, non, pardon, il y a plein de boss dans plein de jeux vidéo, j'en ai pas fait assez, mais là, je trouve que c'est très marquant. Il faut arriver à faire en sorte que tu comprennes tellement ce qu'il va faire et que tu arrives tellement à réagir avec un apprentissage assez profond de ce qu'il fait que ton personnage va arriver à danser avec. Et je te jure, le sentiment quand tu arrives à battre un boss après avoir galéré dessus, mais est tellement jouissif. Tu vas voir. Ah, je suis content que tu t'y mettes. Pour l'instant, honnêtement, je reconnais, artistiquement, c'est magnifique. La liberté, c'est vrai que ça change tout par rapport aux Dark Souls qui sont, pas pour moi, qui moi me tombent des mains en tout cas. Ouais, et je reconnais que il y a enfin, je pense que je vais y jouer encore un bon moment. Par contre, j'ai pas encore battu de boss et je sens que ça va être très compliqué le moment où je vais m'y mettre. Mais bon. Comment il s'appelle d'ailleurs le premier, là, peut-être que je sais pas les 8 prochaines années. Peut-être que je suis juste occupé jusqu'à la semaine prochaine. Hein, je sais pas en fait. Hein. C'est tellement dur en plus les premières fois où on se fait cramer. Ah oui, Margit, quand tu trouveras Margit, mais tu vas voir, tout se fait. 6 mois, et franchement, 6 mois avec ma faible expérience du jeu vidéo, j'y suis arrivé, je suis à peu près persuadé que tu y arriveras plus facilement que moi. Oui, mais il faut quand même beaucoup de patience, je sais pas si je serai aussi patient que toi, on verra. On verra, écoute, tu nous tiendras au courant. Ah, je suis content. Écoute, merci Guillaume, je ne manquerai pas de te demander comment tu avances dans les futurs épisodes. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez... Je ne manquerai pas d'être ridicule en te répondant. Non, mais tu peux te dire que tu auras avancé sur d'autres jeux, tu vois, il y a plein de techniques. Je vais te donner les techniques pour te cacher derrière. Merci en tout cas, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et évidemment dans une semaine, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.